Mais au beau milieu de la nuit, alors que tu étais allongé par terre, tu as soudainement senti des vibrations venant du sol, comme si une créature gigantesque se déplaçait. Tu as immédiatement pensé à ce monstre à long nez dont Dashu t'avait parlé. Sans attendre, tu as réveillé tout le monde en catastrophe. Tu as éteint tous les feux, tandis que retentissaient deux cris perçants, mais encore un peu jeunes. Deux silhouettes gigantesques sont soudainement apparues dans la lueur d'un feu lointain. Juste après, des dizaines d'hommes sont apparus, brandissant des torchets et des armes. Ils portaient des colliers faits d'ossements humains. Leur chef, un homme des Qixiang, a fait un grand geste de la main. Tous se sont rués dans votre direction, l'air féroce. Ta riche expérience du combat de ta vie antérieure te rendait étonnamment calme à cet instant. Tu as aussitôt commencé à donner des ordres, demandant à un membre de la tribu nommé Mutin de prendre le groupe et de fuir vers le nord en faisant un détour, tandis que Dashu, Muton et Shuzwang resteraient avec toi pour couvrir la retraite. Bien que vous ne soyez que 4, tu as rapidement élaboré une tactique en te basant sur l'équipement des deux camps. L'ennemi était mené par deux hommes chevauchant des Kongxiang. Leur vitesse n'égalait pas la vôtre, et ils manquaient d'agilité. De plus, ils étaient principalement armés de haches de pierre et de lances en os, des armes de jet. Un homme ordinaire, au maximum de sa force, ne pourrait les lancer qu'à 50 ou 60 mètres. Mais avec ton arc, tu pouvais atteindre une cible sans protection à moins de 100 mètres. Donc, tant que vous gardiez vos distances, tu étais confiant de pouvoir tous les éliminer en restant hors de leur portée. À cet instant, Dashu, en voyant les ennemis Qixiang charger férocement, était un peu nerveux. Sa main qui tenait sa longue lance tremblait légèrement, mais en te voyant à côté de lui, si étonnamment calme. Alors, il a serré les dents et s'est forcé à se calmer. Dans ta tête, tu comptais silencieusement la distance, 200 mètres. 150 mètres, 100 mètres. Tu as bandé ton arc et tiré. On n'entendit qu'un sifflement. L'ennemi qui chargeait en tête est tombé instantanément au sol. La flèche lui avait transpercé la poitrine. En voyant leur compagnon, avec la pointe d'un bâton en bois sortant de son dos, les ennemis aux alentours furent saisis un instant. Mais dans ce bref moment d'hésitation, swish swish, deux autres flèches ont volé, et deux autres hommes se sont effondrés. Le capitaine des Qixiang t'a alors repéré au loin. Il a hurlé à ses hommes de charger. D'abord, une volée de haches. Tu as immédiatement tiré Dashu, pour vous cacher derrière un arbre. Muton a suivi ton exemple et s'est caché aussi. Shuzwang, lui, a fait une fente sur le côté, plaçant son bouclier en rotin derrière lui. On entendit une série de bruits sourds. Plusieurs haches de pierre et une lance en os se sont écrasées directement sur le bouclier. Heureusement, il était fait de rotin épais. Shuzwang n'a pas été blessé, mais à ce rythme, il n'allait probablement pas tenir longtemps. Muton, caché derrière l'arbre, a vu les haches de pierre tomber au sol. Il en a aussitôt ramassé deux et les a relancées. Dans leur formation de charge compacte, deux hommes ont été touchés et se sont effondrés. Dashu, en tant qu'ancien chef de chasse, n'allait évidemment pas se laisser faire. Il a ramassé une lance en os et l'a renvoyée à son tour. Un ennemi a été cloué au sol sur le champ. Voyant qu'il était on ne peut plus mort, tu as immédiatement crié aux autres de courir. Il fallait garder ses distances pour se battre. Et le manège a recommencé, encore et encore. De leur groupe de 40 hommes, il n'en restait plus que 7. Les autres étaient soit morts, soit blessés. C'est alors que tu as soudainement arrêté tes compagnons dans leur course folle. Vous vous êtes arrêtés à environ 80 mètres de l'ennemi, leur faisant face. Le chef des Qixiang, voyant que vous ne fuyiez plus, fut un peu perplexe. De son côté, il ne restait plus que quelques hommes, tous à moitié morts de fatigue. Fou de rage, il chargea à nouveau. Tu stabilisas ta respiration, te mis en position et banda ton arc. Lorsqu'il fut à environ 70 mètres de toi, ta flèche l'atteignit en plein dans l'œil droit. Le chef poussa un cri et tomba de son Kongxiang. Il fut ensuite piétiné par la patte arrière du Kongxiang qui continuait d'avancer. En un instant, il était plus mort que mort. Le Kongxiang, quant à lui, sentit soudain qu'il avait marché sur quelque chose de mou. Il se retourna brusquement pour regarder. Le pauvre animal fut si choqué qu'il s'immobilisa sur place, incapable de bouger. Ses sbires, à côté, étaient également abasourdis. Comment leur chef avait-il pu mourir si soudainement? Cependant, ils n'arrêtèrent pas leur charge. Tu donnas aussitôt l'ordre de contre-attaquer. 3 javelots et une flèche s'envolèrent en un instant. 3 ennemis s'écroulèrent raides morts. Il n'en restait plus que 3 en vie. Terrifiés, ils firent demi-tour et prirent la fuite. Celui qui montait le Kongxiang tenta de faire pivoter la bête. Mais, trouvant cela trop lent, il sauta directement du dos du Kongxiang. Tu décocha immédiatement une autre flèche. Il n'avait pas encore touché le sol qu'une flèche lui transperça la poitrine. Il courut encore quelques pas avant de s'effondrer face contre terre. Dashu et les 2 autres surgirent de derrière toi.
3 haches de pierre sifflèrent dans les airs et achevèrent les 2 derniers ennemis. C'est ainsi que cette guérilla et course-poursuite dans la jungle prit fin. Dashu et les 2 autres n'en revenaient pas. Eux, seulement 4 personnes, avaient réussi à éliminer une troupe de 40 hommes, ainsi que ces 2 jeunes Kongxiang. Ces derniers, ayant perdu leur cavalier, se tenaient là, immobiles et hébétés. Tu donnas aussitôt de nouveaux ordres. Xuzhuang devait attendre sur place. Muton devait retrouver le reste de la tribu, tandis que Dashu irait avec toi. Achever ceux qui n'étaient pas encore morts. Les 3 hochèrent la tête et se séparèrent immédiatement pour agir. Tu récupéras tes flèches. Les javelots et les haches de pierre en bon état furent également ramassés. Mais contre toute attente, les 2 Kongxiang sans cavalier se mirent à te suivre. De temps en temps, ils te poussaient doucement dans le dos avec leur trompe. On aurait dit qu'ils s'étaient attachés à toi. Tu repoussas vivement sa trompe. Ne me suivez pas. Je n'ai pas les moyens de vous nourrir. Après tout, c'étaient de vrais Kongxiang. Des bêtes colossales qui, à l'âge adulte, pouvaient atteindre un poids d'environ 15 tonnes. Combien une telle créature pouvait-elle bien manger en une seule journée? C'est alors que Dashu, le front plissé, t'annonça: nous n'avons trouvé que 36 corps sur le chemin. Par rapport aux 40 du début, il en manque 4. Tu eus aussitôt un mauvais pressentiment. Mais la forêt était si vaste et si sombre qu'il était impossible de les chercher maintenant. Vous n'aviez d'autre choix que d'abandonner. Au lever du jour, Xuzhuang et Muton ramenèrent le gros de la troupe. Alors que tout le monde s'asseyait pour manger, tu demandas à Dashu de distribuer à tous les haches de pierre récupérées sur l'ennemi. Désormais, à l'exception des enfants, chacun avait une arme pour se défendre. Les lambalines et les lapins mangeaient toujours leur fourrage habituel. Mais maintenant, 2 nouveaux venus énormes étaient venus se joindre au repas. Le stock d'herbe qui devait durer encore 2 repas disparut en un clin d'œil. Tu sentis un mal de tête te prendre et leva le poing pour chasser ces 2 énergumènes. Mais à peine avais-tu levé le poing que l'un des 2 Kongxiang te regarda avec des yeux si pitoyables qu'on aurait dit qu'il était sur le point de pleurer. De l'autre côté, le Kongxiang a enroulé une touffe d'herbe avec sa trompe. Il te l'a tendue directement, comme pour dire: c'est délicieux, je partage avec toi. S'il te plaît, ne nous chasse pas. Face à cette scène, tu as esquissé un sourire plus grimaçant que des pleurs. Tu as pris l'herbe à contre-cœur et la lui as remise dans la bouche, puis tu as arraché 2 autres bottes pour qu'ils aient de quoi manger. Aussitôt, tu as pressé tout le monde de faire ses bagages et de partir. Après avoir marché un long moment, tu as vu que les 2 Kongxiang continuaient de manger de l'herbe, et tu as poussé un soupir de soulagement. Enfin débarrassés. Comme les membres de la tribu Shu avaient toujours vécu dans la forêt sombre, ils ignoraient à quel point le paysage sous le soleil pouvait être magnifique. Tout le long du chemin, les gens de la tribu Shu étaient très excités. En chemin, ils ont sans cesse fait fuir des Iji qui cherchaient de la nourriture au sol. Il suffisait d'un geste de la main pour en attraper un. En marchant jusqu'au soir, ils avaient fait une récolte non négligeable. Pendant ce temps, le petit Xiaoshu aidait sa mère à finir le travail au bord de la rivière. De temps en temps, il jetait un coup d'œil vers le nord. Sa mère lui avait dit que le chef était parti par là. Depuis ton départ, il venait chaque jour avec sa mère au bord de la rivière. C'était uniquement pour t'attendre ici. Soudain, il a aperçu quelques silhouettes dans la forêt au loin. Le petit Xiaoshu a tout de suite reconnu la personne en tête. C'était le chef de sa tribu. Il s'est immédiatement mis à sauter de joie en criant: Maman, le chef est de retour. En entendant l'agitation au loin, tu as agité joyeusement la main en criant à ton tour. C'est alors que 2 barrissements sonores ont retenti de l'autre côté de la rivière, attirant l'attention de tout le monde. En entendant ce son, tu as senti 10 000 bêtes sauvages déferler dans ta tête. Je n'aurais jamais cru qu'après avoir marché si loin, je n'arriverais toujours pas à me débarrasser de ces 2 Kongxiang. Tu t'es répété en silence: surtout, ne venez pas. Surtout, ne venez pas. Mais bien sûr, le pire arrive toujours. On a entendu 2 plouf, et les 2 Kongxiang ont sauté dans la rivière. En moins de 30 secondes, ils se tenaient devant toi, tout dégoulinant d'eau. Contre toute attente, ces 2-là n'avaient aucun respect. À peine arrivés à tes côtés, ils ont utilisé l'eau qu'ils venaient d'aspirer avec leur trompe pour t'asperger et te tremper comme une soupe. Le message était clair: c'est bien fait pour toi, pourquoi nous as-tu abandonnés? Tu as essuyé l'eau de ton visage, résigné. Puisque vous voulez manger à ma table, alors vous allez devoir travailler pour moi. Je ne vais pas vous nourrir pour rien, moi. En entendant cela, les 2 Kongxiang t'ont tapoté le front avec leur trompe. Difficile de savoir ce que cela signifiait. En voyant les 2 bêtes géantes, les femmes de l'équipe de pêcheurs ont toutes été effrayées. Mais en voyant qu'ils semblaient bien te connaître, leur expression s'est immédiatement changée en admiration. Le chef est vraiment incroyable. Il arrive même à maîtriser des monstres aussi énormes. Xiaoshu a couru vers toi sans attendre.
Il s'est accroché à ta jambe sans la moindre peur des bêtes géantes à côté. Tu leur as expliqué que les nouveaux venus étaient des membres qui venaient de rejoindre la tribu. Puis, tu as ramené tout le monde à la grotte. Xiao Shu a été placé sur le dos d'un Kongxiang, l'air majestueux tout le long du trajet. En chemin, les membres de la tribu Shu et ceux de l'équipe de pêcheurs se dévisageaient mutuellement. Le regard des pêcheurs était principalement fixé sur les 18 lambalings bleus. Dashu et les siens, quant à eux, observaient les femmes de la tribu Han, leur coiffure, leurs bottes en cuir, la viande de poisson dans leur panier et la lance à manches blancs que chacune portait. Dashu adorait ces lances à manches blancs. Et dire qu'elles en avaient toute une. Dashu était vraiment envieux. Rien qu'à l'idée qu'il avait lui aussi rejoint la tribu Han. Il ressentait une légère excitation. C'est à ce moment-là que tu ramenais les membres de la tribu Shu à la tribu Han. En te voyant revenir, les membres de la tribu Han se mirent aussitôt à crier en chœur. « Chef !» Le son attira immédiatement l'attention des gens de la tribu Shu. Quand ils virent la scène qui se déroulait sous leurs yeux, ils restèrent tous bouche bée. Partout sur le sol étaient disposés de magnifiques jarrets. Pots. À l'entrée de la grotte, il y avait d'innombrables poissons, ainsi qu'un sanglier tenace dont le corps était percé d'une dizaine de trous. Il semblait peser plus de 500 kilos. En voyant cela, tu fus très satisfait. On dirait que l'équipe de chasse sait maintenant manier les longues lances avec agilité. Dashu commença à comprendre la puissance de la tribu Han et fut enfin totalement convaincu qu'ici, il n'aurait plus jamais faim. Les enfants se tenaient sur une colline d'herbe à côté, faisant face aux nouvelles bêtes à 4 pattes. C'était l'herbe qu'ils savaient faucher ces derniers jours. À en juger par la taille de la meule de foin, il y en avait assez pour l'Ammalin et les 2 éléphants Kong, pour tout l'hiver. Tu t'empressas de dire à tout le monde que ces bêtes à 4 pattes avaient été domestiquées par toi et qu'elles pourraient désormais aider tout le monde dans leurs tâches. Non loin de là, sur un terrain vague, une grande pile de briques rouges avait déjà été entassée. Xusit annonça qu'il pouvait faire 4 fournées par jour et qu'il avait également fabriqué un outil pour les enfants. En disant cela, il le sortit fièrement pour te le montrer. L'outil que Kezi présenta te laissa sans voix. C'était un simple râteau en bois. Ce type avait un vrai potentiel d'inventeur. Tu le félicitas en quelques mots. Puis tu lui dis qu'il pouvait arrêter de cuire des briques le lendemain pour cuire une nouvelle fournée de poterie, à l'usage des nouveaux membres de la tribu. À propos de poterie, l'ancien à côté de toi dit qu'il avait aussi quelque chose à ajouter. Quelques jours plus tôt, la tribu 11e digne de l'Ouest était revenue pour échanger des poteries. Cette fois, ils avaient payé avec beaucoup de surplus de nourriture, assez pour nourrir la tribu Han pendant longtemps. Après avoir inspecté tout le travail, tu t'occupas des animaux que tu avais ramenés. Les lapins furent placés dans un coin de la grotte. Un enclos fut construit avec des pierres et de la terre jaune pour qu'ils puissent y passer l'hiver pour le moment. Parmi la trentaine de lapins, 3 étaient déjà pleines. Peu de temps après avoir été mises dans l'enclos, elles commencèrent à s'arracher les poils pour faire leur nid. Les autres lapins, bien qu'âgés d'1 ou 2 mois seulement, avaient déjà la taille d'un melon. Au printemps prochain, ils deviendraient de nouvelles machines à reproduire. Inutile de s'occuper du bébé éléphant Kong, impossible de le déloger de près de la colline d'herbe. Les Ammalins étaient tous attachés à un arbre non loin de l'entrée de la grotte. Demain, on enverrait quelqu'un leur construire un abri de paille. Une fois tout cela terminé, le dîner était presque prêt. Avant le repas, tu organisas spécialement une cérémonie d'accueil. Les membres de la tribu Shu n'étaient pas contre l'idée de s'attacher les cheveux. Au contraire, ils trouvaient que les cheveux attachés leur donnaient un air plus vif et que c'était bien plus joli que de les laisser en désordre. Comme on avait chassé un cochon géant aujourd'hui, le sang de porc était évidemment au menu du soir. Mijoté avec des légumes sauvages, cela a rempli plusieurs grandes marmites. Il y avait aussi le faisan que tu avais abattu aujourd'hui, transformé en un ragoût de poulet au marron, accompagné d'une dizaine de poissons frais grillés. Chacun reçut également un fruit aigre doux. Un dîner somptueux, qui rapprocha instantanément les anciens et les nouveaux membres de la tribu. Tout le monde parlait et riait, mangeant dans la joie et la bonne humeur. Après le repas, tu demandas aux anciens d'aider les nouveaux à confectionner des vêtements en peau, et de laisser les nouveaux apprendre avec eux. Pendant ce temps, tu pris un bâton de bois carbonisé et te mis à réfléchir devant la paroi de la grotte, tout en gribouillant dessus. Sur la paroi rocheuse, était dessinée une ébauche de la topographie extérieure, la grotte, une petite rivière. Il y a la jungle, et puis des choses qui n'existaient pas avant. C'est à ça que tu réfléchis en ce moment. Comment aménager l'espace dégagé devant la grotte? Ce terrain fait près de 3600 mus. Si on n'y plantait que du riz, toute la tribu pourrait en manger jusqu'à la fin de ses jours sans jamais en voir le bout. Bien sûr, impossible de ne planter que du riz. Il faut savoir que pour l'instant, ce ne sont que des terres arides. Or, le riz doit être cultivé dans des rizières.
Rien que transformer ces terres arides en rizières. C'est un chantier colossal. Et puis, il y a le problème du logement. Avec les nouveaux arrivants et les naissances de ces derniers temps, la population de la tribu en atteint déjà 97 personnes. La grotte actuelle commence tout doucement à ne plus être suffisante pour loger tout le monde. Il faudra donc construire des maisons sur ce terrain à l'avenir. Zones résidentielles, rizières, potagers, enclos pour l'élevage, entrepôts, pâturage, zone de fonderie de bronze, atelier de menuiserie. Il faut que toutes ces installations trouvent leur place sur ce terrain. On doit tout planifier méticuleusement. Le premier problème à régler, c'est l'aménagement des rizières. Le plan, en gros, c'est de construire une petite ville carrée au milieu de l'esplanade, et d'y regrouper la zone d'habitation et les enclos d'élevage, les entrepôts, la fonderie, et l'atelier de menuiserie. Tout sera dans cette petite ville. Le projet est prévu pour pouvoir accueillir au moins 5000 personnes. On pourra le réaliser par étapes sur plusieurs années. Ensuite, on creusera des douves tout autour de la ville. La terre extraite pourra servir, avec des briques de terre, à construire les remparts. Ça nous protégera des attaques de bêtes féroces géantes et des autres tribus. Puis, à partir des douves, on creusera un canal artificiel pour dévier l'eau de la petite rivière de 8 ou 9 mètres de large qui se trouve à l'est. On creusera aussi quelques canaux de retour pour que l'eau des douves puisse retourner à la rivière. On créera ainsi un immense réseau hydraulique. En creusant de petits fossés le long de ce réseau, on pourra irriguer toute la parcelle. La largeur prévue pour les douves et le canal est de 4 mètres. La petite rivière à l'est fait entre 8 et 9 mètres de large. Le débit de l'eau ne changera pas, mais comme le lit du canal sera 2 fois plus étroit, la vitesse du courant dans le canal artificiel sera plus que doublée. Ce sera pratique pour installer des mécanismes hydrauliques, comme des roues à aubes. Le plan précis, c'est de prendre la grotte comme axe central, et de compter 200 mètres de chaque côté pour délimiter l'emplacement de la ville. Pour ne pas retarder les semailles du printemps prochain, la première phase du projet consistera à creuser le canal entre la petite rivière et les douves. Après calcul, ça fait environ 700 mètres. La terre retirée sera directement cuite pour fabriquer des briques en prévision des constructions futures. La deuxième phase sera le creusement des douves. Mais ça, ce n'est pas urgent. De toute façon, on a encore assez de place dans la grotte. La troisième phase, ce sera le pisé des remparts. Les remparts sont prévus pour faire 4 mètres de large à la base, et 2 mètres au sommet. Une hauteur de 5 mètres, une forme trapézoïdale, 4 portes, une sur chaque face. Ajoutez à ça les douves de 4 mètres de large à l'extérieur. Et à notre époque, absolument personne ne pourra forcer l'entrée. La quatrième phase, ce sera le canal de retour de 700 mètres. La terre extraite pourra être cuite pour faire de petites briques, qui serviront à construire les maisons et les diverses installations de la ville. Au pire, le projet entier devrait être terminé en moins de 3 ans. Sinon, je crains que d'ici là, on ne tienne plus tous dans la grotte. Le lendemain matin, une fois que tous les membres de la tribu furent sortis, tu as commencé à distribuer les tâches. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. La collecte de nourriture est complètement suspendue. Les nouveaux n'ont pas encore fini de préparer la poterie, donc le boiteux a été chargé de continuer la cuisson. Les enfants turbulents continueront de faucher l'herbe, et ils devront la mettre en botte, comme tu leur as montré. C'est plus facile pour le stockage et le transport. Singe à grande bouche. Damao, Ermao, vous 4, allez sur la montagne derrière nous et abattez toutes les jeunes pousses de l'arbre qui nécessitent 10 hommes, puis ramenez-les. On s'en servira pour faire des lances. Les femmes, elles, ont été réparties en 2 groupes. Le groupe le plus nombreux ira dans la vallée où tu es déjà allé pour y cueillir du Jianma. Mutin dirigera Silan Maligne chargé de grands paniers et se chargera du transport. L'autre équipe de cueillette, plus petite, ira dans la jungle gratter l'écorce des frênes à cire. On y trouve les sécrétions de la cochenille à cire, c'est un excellent matériau pour la fabrication de la cire. Tu comptes utiliser cette cire d'insectes pour fabriquer les moules de coulée du bronze. Tous les autres hommes, tu les as envoyés couper des arbres. Commencez par abattre des troncs à peu près aussi épais qu'une jambe, on les gardera pour la construction. Quant aux branches, fendez-les toutes pour en faire du bois de chauffage. Tu vas t'en servir pour produire du charbon de bois. Pour la fonte du bronze, plus on en a, mieux c'est. Pour le transport, on s'en remet encore aux lents malignes. S'ils n'arrivent pas à tirer la charge, qu'ils aillent chercher de l'aide auprès de Kong Xiang Baobao. Les membres de la tribu ne comprennent pas bien ces arrangements. Ils pensent qu'en automne, ils devraient faire des réserves de nourriture. Mais tu leur as dit que les réserves de nourriture actuelles suffiront jusqu'au printemps prochain, et qu'il en restera même. Surtout le poisson, celui qu'on a pêché ces derniers temps. Beaucoup ont le ventre plein d'œufs. Si nous continuons à pêcher de cette manière, la population de poissons de cette rivière en sera certainement affectée. C'est pourquoi
Il faut laisser à ces poissons le temps de se reposer et de se reproduire. Une fois que tous les membres de la tribu sont partis au travail, tu t'es mis au travail toi aussi. D'abord, tu as utilisé le bois de chauffage disponible pour fabriquer du charbon de bois. Ensuite, avec le kaolin et l'argile qu'on t'a rapporté, tu as fabriqué quelques creusets et des louches. Ils serviront à purifier le métal et à créer des alliages. Puis, avec un mélange d'argile réfractaire, tu as confectionné des moules carrés. De cette façon, tu pourras couler des plaques de cuivre qui ressembleront à des tablettes de chocolat, et des plaques d'étain. Comme ça, on pourra ajuster les proportions du bronze selon les besoins, pour fabriquer des outils aux usages variés. Une fois le charbon de bois et les moules terminés, tu as commencé à construire un four de fusion primitif. De l'argile ordinaire, mélangée à des débris de poterie écrasés, et à un peu d'herbe hachée pour faire un torchis, avec lequel tu as monté une structure cylindrique d'environ 40 cm de diamètre. Tu as construit 4 fours comme celui-ci. On pourra les allumer tous en même temps. Ensuite, avec de la peau de python, tu as fabriqué quelques soufflets rudimentaires. Le boiteux ne sait pas du tout ce que tu fabriques. Mais au fond de lui, il est assez impatient de voir quelle nouvelle chose tu vas bien pouvoir inventer cette fois. Une fois tous tes préparatifs achevés, le tout premier et plus primitif équipement de fonte au monde est enfin terminé. Il ne reste plus qu'à attendre que le charbon de bois soit prêt demain, et que le bambou soit sec pour pouvoir commencer. Dazui, Uzi et les autres ont travaillé toute la journée. Ils ont rapporté plusieurs centaines de hampes en bois blanc, parfaites pour faire des lances. Mais pour les adultes chargés d'abattre les arbres, ce fut une autre histoire. Épuisés, ils n'ont réussi à couper que moins de 10 arbres en une journée. 3 de leurs haches en pierre se sont même brisées. Pourtant, tu leur as dit de continuer demain. Cependant, tu as ajouté que celui qui travaillerait le mieux recevrait un nouvel équipement. Tout le monde était un peu perplexe. La hache en pierre est déjà le meilleur outil qu'ils aient jamais vu. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus efficace qu'une hache en pierre? Leur impatience grandissait. Après le dîner, tout le monde a repris ses divertissements habituels, tandis que toi, tu commençais à faire fondre la cire au bord du foyer. Une fois solidifiée, tu l'as sculptée avec un couteau en os pour lui donner la forme de différents outils. Ensuite, tu as soigneusement enrobé ces modèles en cire avec de l'argile, en ne laissant qu'une petite ouverture. Une fois l'argile complètement sèche, tu l'as placée sur le feu pour la chauffer. Puis, tu as vidé la cire fondue qui se trouvait à l'intérieur. De cette manière, on obtient un moule en argile creux. Sur la paroi intérieure du moule, il reste une fine couche de cire. Au moment du démoulage, une fois la coulée terminée, ce sera plus facile. C'est un peu plus compliqué, mais bien plus précis. Et ça évite de gaspiller du matériel. La cire que tu as vidée, le liquide peut à nouveau se solidifier en un grand bloc. Le lendemain, de bonne heure, les membres de la tribu ont emmené tous les Danarins. Grâce à tes efforts acharnés pour leur inculquer cette nouvelle idée, ils ont enfin compris que les bêtes ne servaient pas seulement à être mangées. Elles peuvent aussi aider les humains à travailler. Dazui et ses 3 amis sont restés. Leur mission aujourd'hui est de manœuvrer le soufflet pour toi. Kezi, après sa bêtise d'hier, est prêt à être formé. Aujourd'hui, il t'est spécialement assigné comme assistant. Le gamin est très intelligent. Tu as donc l'intention de lui apprendre la méthode de la fonte du cuivre. À l'avenir, il est impossible que tu fasses tout ce travail seul. Il vaut mieux trouver un apprenti. Tu t'approches des 4 fourneaux. D'abord, vous en allumez 2. Damao et Uermao actionnent les soufflets. Dazui et Uzi chargent le charbon de bois et le minerai de cuivre broyé. Sous l'effet des soufflets, les flammes jaillissent très haut de la bouche du fourneau. Peu de temps après, le minerai dans la chambre du fourneau commence à fondre lentement. Le cuivre en fusion s'écoule par le conduit jusqu'au fond du foyer, où il s'accumule pour former une pépite de cuivre mélangée à des scories. À côté, la fonte du minerai d'étain, commencée en même temps, est encore plus rapide. Sous le feu intense, ils fond en quelques minutes. Avec une branche, tu sors 2 morceaux de métal remplis d'impuretés des cendres au fond du foyer. Ensuite, tu répètes l'opération encore et encore. Pendant environ 3 ou 4 heures, tu as finalement amassé un tas de pépites impures de cuivre et d'étain. Tu allumes ensuite les 2 fourneaux restants. Une fois la température montée, tu places le cuivre brut et l'étain impur dans 2 creusets séparés. Tu attends que le cuivre et l'étain fondent complètement, puis avec une louche en argile, tu écumes les impuretés à la surface. Ensuite, à l'aide d'une baguette en céramique préparée à l'avance, tu sors le cuivre liquide purifié. Et tu le verses dans un moule en argile en forme de grille pour le laisser refroidir. Tu procèdes de la même manière pour l'étain liquide. Kezi et ses 4 jeunes compagnons observent le métal liquide se solidifier lentement. Ils ne comprennent pas le principe qui se cache derrière. Ils sont donc très étonnés.
ils attendent que les plaques de cuivre et les plaques d'étain ne soient plus brûlantes. Impatient, tu sors toutes les plaques de métal des moules. Il est midi. Sous les rayons du soleil, les plaques de métal renvoient une lumière éblouissante. Tout le monde les regarde, bouche bée. Jamais il n'avait vu quelque chose d'aussi beau et scintillant. Même que Bing, qui était en train de jouer, est attiré. Il touche une plaque, puis une autre. Chef, qu'est-ce que c'est? Tu lui ébouriffes les cheveux. Ça, c'est du cuivre. Et ça, de l'étain. Surveille-les, je vais chercher quelque chose, que Bing. Il hoche la tête. Avec Cozy, il murmure les mots cuivre et l'étain. Pendant ce temps, tu apportes un tas d'outils et de moules de coulée, et tu commences immédiatement le travail de la fonte du bronze. Tu places les morceaux de cuivre et d'étain dans un nouveau creuset, en respectant les proportions. Une fois fondu, tu mélanges le tout de manière homogène avec une baguette en céramique, puis tu peux commencer la coulée. La première coulée est pour une hache et un marteau. L'alliage en fusion est versé dans le moule. Une fumée blanche s'échappe aussitôt par les évents du moule. Dès que la température a un peu baissé, tu casses le moule avec une pierre, impatient. Parmi les débris du moule en argile, une grande hache brillant d'un éclat or pâle repose tranquillement. La tête de hache est légèrement plus grande que celle d'une hache de pompier. Tu confies à Cozy la tâche d'affûter le tranchant de la hache. Pendant ce temps, tu prépares la coulée d'autres outils. Des règles et des scies à main, des couteaux à sculpter et des ciseaux à bois. Des couteaux et des forêts à main, ainsi que des fers de lance quadrangulaires. Le soir, lorsque les membres de la tribu reviennent, tout le travail est terminé. La lame de la grande hache dorée, affûtée, brille de mille feux. Elle est emmanchée sur un manche en bois. Et voilà, la toute première hache de bronze au monde est terminée. Il y avait aussi 2 scies à cadre avec des manches en bois, une scie égoïne et une scie de long. Quand Dachou et les autres ont vu la grande hache dorée qui scintillait, ils se sont immédiatement rassemblés autour. Ils n'avaient Dieu que pour elle. Et il y avait ça aussi. Tu as souri et sorti une lance à la pointe renforcée de tendons. Les membres de la tribu n'en croyaient pas leurs yeux. Est-ce que c'est vraiment une lance? Elle est magnifique. Surtout Chouya et Duer, en voyant cette lance à la pointe renforcée. Ils en bavaient littéralement. Chef, il y en aura pour nous aussi? Les membres de la tribu demandèrent avec impatience. Tu as souri et tendu un morceau de minerai de laiton à Dachou. C'est fait avec ce genre de pierre. Seulement, maintenant, nous n'en avons plus. Les gens de la tribu Yuanshu étaient stupéfaits. Ils avaient eux-mêmes participé à l'extraction de ces pierres. Ils n'auraient jamais imaginé que les armes fabriquées avec seraient aussi belles. Mutin, le plus honnête et le plus direct, s'exprima. S'il n'y en a plus, il suffit d'aller en chercher d'autres. On sait où c'est. Tu as hoché la tête et leur a dit que creuser de cette manière était trop inefficace. Il fallait d'abord fabriquer certaines choses. Une fois l'hiver passé, on pourrait en extraire une grande quantité. À ce moment-là, chacun pourrait avoir une lance comme celle-ci. Ensuite, tu leur as appris à utiliser la scie passe-partout et la scie à main. La scie passe-partout, maniée par 2 personnes, a été placée à l'extrémité d'une bûche. En la tirant d'avant en arrière, ils n'ont pas mis longtemps à scier une rondelle de bois. Puis, ils ont utilisé la scie à main pour couper les branches, même les branches latérales aussi épaisses qu'un poignet. Ça n'a même pas pris 1 minute pour la couper. La grande hache, longue d'environ 1 mètre, était aussi très maniable. En la brandissant, on pouvait y mettre toute la force de son corps. Si on la confiait à Dali de la tribu Han, il pourrait abattre un arbre aussi gros qu'une cuisse en seulement quelques coups. Une fois que tout le monde a appris à se servir de ces outils, tu les as laissés aller manger et se reposer. Après le repas, les membres de la tribu se sont regroupés. Ils écoutaient Xuzi raconter l'histoire de Liantong. Pendant ce temps, tu as commencé à établir différentes unités de mesure. Avec des unités de mesure, la civilisation pourrait se développer petit à petit. Tout le sisal a été récolté. Les femmes se concentrent maintenant sur le tressage de cordes. Les enfants sont tous allongés devant l'enclos des lapins, en train de regarder les lapines mettre bas. Les 3 grosses lapines qui étaient pleines ont toutes mis bas. Chaque portée compte, à leur grande surprise, 6 ou 7 petits. La population de plus de 30 lapins a presque doublé. Xuzi, fort de sa longue expérience en poterie, est maintenant tout à fait capable de t'aider à sculpter les moules en cire. La pelle en cuivre de Yuan-Tu, qu'elle serve à creuser la rivière ou à cultiver la terre, est très utile. Le modèle que tu as fourni est juste là. Xuzi n'a aucun mal à le reproduire à l'identique. De ton côté, une fois tes tâches terminées, tu te lances dans l'étude de l'outil le plus crucial, la charrue. Tu prévois d'en fabriquer de 2 tailles. La grande sera pour Kong Xiang, la petite pour Ma Ling. Elles serviront aussi bien à labourer les champs qu'à creuser la rivière. Le lendemain, une partie des femmes tressaient des cordes de chanvre, tandis qu'une autre dégageait le terrain.
En préparation de la construction d'un abri. Pour ce qui est de la fonderie, Kezi et ses 4 compagnons suffisent. À eux 5, ils coulent sans interruption des plaques de cuivre et des plaques d'étain. S'ils ont un doute, ils viennent te demander. Une fois que les femmes ont terminé de nettoyer, tu les as guidées pour commencer la construction, en utilisant les troncs d'arbres rapportés. Vous avez utilisé des longueurs de 4 mètres comme poteaux, en plantant un tous les 2 mètres, pour former un enclos rectangulaire. Dans les interstices, vous avez fixé 2 traverses en bois pour consolider le tout. Ensuite, vous avez tressé une clôture avec des branchages, que vous avez fixés à la palissade en bois. Pour finir, il ne restait plus qu'à appliquer une couche de boue pour terminer le travail. À l'intérieur, se trouve un abri en bois de 4 mètres de haut. C'est la petite maison du bébé Kong Xiang. Une fois la construction terminée, toutes les meules de foin accumulées à l'extérieur seront également mises en botte. Elles seront empilées dans l'enclos pour les protéger des animaux et des pillards. Les membres de la tribu Han étaient en pleine effervescence, chacun s'occupant de sa tâche. Mais ils ignoraient qu'au même moment, la tribu de 11e Digne avait déjà des vues sur la tribu Han. Ces derniers temps, 11e Digne était tourmenté par un souci, avec le froid qui s'installait. La source de montagne, vitale pour la survie de sa tribu, était sur le point de se tarir. Il n'aurait alors d'autre choix que d'aller chercher de l'eau à la petite rivière, à 3 km de là. Pour cela, il leur faudrait un grand nombre de récipients pour stocker l'eau, et c'est la raison pour laquelle il était venu en personne commercer avec la tribu Han la fois précédente. Son but était d'obtenir plus de poteries en échange, mais malheureusement, son souhait ne s'était pas réalisé. Il a donc décidé de s'en emparer par la force. Dans l'esprit de 11e Digne, la tribu Han comptait moins de 10 hommes adultes, alors que la sienne en avait 15. De plus, depuis son départ de chez la tribu Han, il avait fabriqué ses propres lances à pointe de pierre. Il pensait que vous vaincre et vous voler vos poteries et votre nourriture ne devrait poser aucun problème. Ce matin-là, 11e Digne, accompagné de tous les hommes adultes de sa tribu, chacun armé de plusieurs lances, s'avança d'un air menaçant vers la tribu Han, avec l'intention d'anéantir votre équipe de chasse d'un seul coup. Ensuite, ils iraient piller sans retenue votre campement. Pendant ce temps, dans la forêt de Zeni, sur la crête de la montagne, Dashu, Shuya et les autres continuaient d'abattre des arbres. Aujourd'hui, ils travaillaient vite, armés de 3 grandes haches et de 2 longues scies. En une demi-heure à peine, ils pouvaient obtenir une bille de bois propre. Et ce n'était que la vitesse d'une seule équipe. L'escouade de bûcherons comptait 10 hommes au total, répartis en 3 équipes, si bien que toutes les demi-heures, ils pouvaient abattre 3 arbres simultanément. Le dernier homme, Mukun, était chargé du transport. Il était en train de mener les chevaux, les Malings, qui broutaient à proximité. Soudain, depuis la montagne de l'autre côté de la vallée, un groupe de personnes a dévalé la pente, chacun tenant une lance à la main. Mukun a immédiatement poussé un cri en direction de la crête, puis a tiré sur la bride de l'an Maling pour rebrousser chemin. En entendant le cri, tout le monde a immédiatement arrêté ce qu'ils faisaient. Ils ont empoigné leurs armes, prêts au combat, tandis que 11e Digne et ses hommes les talonnaient de près. Lorsqu'ils ont atteint la crête, plusieurs sifflements ont fendu l'air. Les 2 Malings à l'arrière ont été atteints par des lances et se sont effondrés au sol dans un hennissement de douleur. Les 4 autres chevaux, attachés à eux, continuaient leur course folle, traînant derrière eux les cadavres de leurs 2 compagnons, en direction des meules de foin de la tribu Han. Voyant cela, les hommes de la tribu Han ont tous sorti une hache de pierre de leur ceinture et les ont lancées. On n'entendit que quelques sifflements, et 3 ennemis s'effondrèrent instantanément, hors de combat. 2 autres furent blessés, ne laissant que 10 hommes poursuivre l'assaut. 11e Digne, fou de rage, ordonna immédiatement une nouvelle volée de lances. Mais Dashu et son groupe se cachèrent derrière les arbres, et toutes les lances se plantèrent en vain dans le sol. Jian Zhuang, Duer et les autres sortirent de nouveau de derrière les arbres. 9 lances volèrent simultanément en direction des hommes de 11e Digne. 4 hommes de sa tribu tombèrent à leur tour. Voyant cela, les survivants, terrorisés, se précipitèrent à l'abri derrière les arbres. Zhuoer et son groupe se cachèrent également derrière les arbres, attendant la prochaine offensive ennemie. Mais le silence persista. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à cet instant, 11e Digne était paralysé par la peur. Ses adversaires étaient bien trop redoutables. De plus, il réalisa que la tribu Han comptait plus d'hommes qu'il ne l'avait anticipé. De son côté, il ne restait plus que 8 hommes, dont 2 étaient déjà blessés. Il était hors de question de continuer le combat. Il a immédiatement pris les hommes qui restaient et s'est enfui vers la grotte du dragon. Au même moment, Xiao Shu te tire par la main et t'amène devant les 2 Kong Xiang. Il veut que tu leur donnes un nom. Tu baptises le plus grand Huishan, et le petit, Rubao. Au moment où tu allais dire quelque chose, Huishan, qui regardait vers l'ouest, a soudainement relevé la tête en rugissant. Pris au dépourvu, Xiao Shu a sursauté.
Tu as immédiatement regardé dans la même direction, vers l'ouest. C'est alors que tu as vu un spirant marin, traînant les cadavres de 2 de ses congénères. Il courait droit dans ta direction. Sur les corps des 2 marins, plusieurs longues lances étaient encore plantées. Mais derrière lui, aucune trace de l'équipe de bûcherons. Ton cœur s'est serré. Tu as précipitamment ordonné à tous les membres de ta tribu de se cacher dans la grotte. Personne ne devait sortir avant ton retour. Une fois que tout a été organisé, tu as pris ton arc, tes flèches et ta lance à pointe de tendon, puis tu es monté sur 8 champs pour partir vers l'ouest. En voyant ça, Roubaud s'est empressé de te suivre. Suivant les traces de sang du lent marin sur le sol, 8 champs t'apportaient, galopant à toute vitesse. Peu de temps après, vous êtes entrés dans la jungle. Soudain, un groupe de personnes est apparu devant vous. Les quelques hommes en tête portaient des haches en or. C'étaient Dachu et ses hommes. Tu es resté un instant stupéfait. Comment se fait-il que tout le monde soit là? Et en plus, personne ne semble blessé. Dachu a immédiatement amené l'équipe de chasse à tes côtés et t'a raconté tout ce qui venait de se passer. Après avoir écouté son récit, tu n'as pas pu t'empêcher de te demander pourquoi 11e Digne et ses hommes avaient attaqué ta tribu. Mais peu importe la raison, s'ils osent s'en prendre aux membres de ta tribu, ils devront en payer le prix. Même si ce n'est qu'un marin qui est mort, c'est inacceptable. Brandissant ta longue lance, tu as mené quelques hommes de l'équipe des bûcherons à l'assaut de la tribu de 11e Digne. Ce n'est que vers 2 heures de l'après-midi que vous êtes arrivés au campement de 11e Digne. Mais, chose étrange, il n'y avait personne sur la clairière à l'entrée de la grotte. L'entrée était bloquée par un énorme rocher, mais il restait une fissure assez large. Quelques paires d'yeux épiaient discrètement l'extérieur. 11e Digne était l'un d'eux. Ce qu'il craignait le plus, c'était qu'on vienne se venger. Et bien sûr, ses pires craintes se sont réalisées. Ils étaient vraiment là. Et avec une telle troupe, le chef tenait une longue lance à pointe d'or qui brillait d'un éclat menaçant. Il montait un Kongxiang plus aucun homme. À cet instant, 11e Digne était rongé par le regret. S'il avait su qu'ils étaient si puissants, jamais il ne les aurait attaqués. Toi aussi, tu as remarqué les quelques paires d'yeux qui vous épiaient depuis l'intérieur de la grotte. Tu as aussitôt décroché l'arc de ton dos, l'a bandé et décoché une flèche. L'instant d'après, un cri de douleur a retenti. 11e Digne a reçu une flèche en plein œil. Dali, Chitu, Liuzi, allez pousser ce rocher. As-tu ordonné aux 3 hommes en désignant l'énorme rocher à l'entrée de la grotte? Ils se sont immédiatement avancés pour commencer à pousser le rocher. Mais même en unissant leurs forces, ils n'ont pas réussi à le faire bouger de beaucoup, et il a même été lentement repoussé dans l'autre sens. Putain, ils croient que bloquer la porte va suffire? Tu t'es approché de la fissure et tu as de nouveau bandé ton arc. Derrière le rocher, plusieurs hommes adultes poussaient de toute leur force pour le maintenir en place. Swash! Tu as décoché une autre flèche. Cette fois, 2 des hommes derrière la pierre ont été transpercés d'un seul coup. En voyant ça, les autres ont pris peur et se sont enfuis, n'osant plus se tenir près de l'entrée. Dali et les 2 autres ont alors réussi à pousser le rocher sans difficulté. Derrière, les 3 corps qui n'avaient pas encore rendu leur dernier souffle ont été écrasés dans une bouillie sanglante. En un clin d'œil, ils sont devenus silencieux. L'entrée de la grotte était maintenant grande ouverte, révélant la lueur jaune et vacillante d'un feu à l'intérieur. Un groupe de femmes et d'enfants, blottis dans un tas de paille, tremblait de tous leurs membres. Des 5 hommes adultes restants, 3 tenaient de longues lances, formant une barrière devant les autres. Les 2 autres, blessés plus tôt, gémissaient sur des tas de foin. Tu es entré, ta lance à la main. Dachu et quelques autres te suivaient de près, hache dorée en main. Ces 3 types avec leurs lances. En voyant votre groupe à l'air menaçant, leurs jambes n'arrêtaient pas de trembler. Ils baragouinaient quelque chose qui ressemblait à une supplique. Putain, qui demande pitié avec une arme à la main? D'un geste de ta lance, tu as fait tomber au sol les épieux des 3 hommes. Derrière, un des blessés a discrètement ramassé une pierre. Il osait encore essayer de se défendre. En un instant, tu as projeté la pointe de ta lance en avant. Pof! Ta lame lui a transpercé le torse gauche, y laissant un trou béant. À genoux. Tous. Ceux qui résistent mourront. Tu les as foudroyés du regard en hurlant soudainement. Pris de panique, leurs jambes ont flageolé et ils se sont tous agenouillés par terre. Dachu, va chercher toute la nourriture qu'ils ont stockée. On emporte tout. Ensuite, tu as reporté ton attention sur la foule agenouillée au sol. C'est votre chef qui nous a attaqués en premier. Alors, ne me blâmez pas. Sans lui, je ne vous aurais pas attaqué. Ton intention était en réalité d'annexer ce groupe. Mais pour éviter qu'ils ne gardent de la rancœur, tu as rejeté toute la faute sur leur chef. Cependant, tu avais manifestement surestimé leur loyauté envers la tribu. Ils se fichaient pas mal de la vie ou de la mort de leur chef.
La seule chose qui les préoccupait, c'était que tu leur prennes leur nourriture. Un groupe de femmes regardait Dachau et ses hommes emporter la viande qu'elles avaient stockée. Elles étaient si désespérées qu'elles en pleuraient presque, et se sont empressées de t'implorer. Tu as observé ces gens d'un air détaché. Si vous rejoignez ma tribu, vous aurez de la nourriture à ne plus savoir qu'en faire, et plus personne ne mourra de froid l'hiver. Que ceux qui veulent nous rejoindre se lèvent et viennent se placer derrière moi. À peine tes mots prononcés, quelques personnes se sont levées précipitamment pour se mettre derrière toi. Puis, lentement, une deuxième, une troisième, une quatrième. En peu de temps, il ne restait plus qu'un homme grièvement blessé, toujours allongé par terre. Mais à en juger par son état, il n'allait probablement pas survivre. Tu as décidé de ne pas t'en occuper. Tu as quitté le Rongdong avec les nouveaux membres de la tribu, et tu as ordonné à Shuya de brûler cet endroit. À partir de ce jour, 11e Ding et sa tribu furent rayés de l'histoire. De retour à la tribu Han, l'intégration des nouveaux arrivants s'est faite sans accroc. Il y avait dans la tribu quelques personnes qui avaient été acquises par échange auprès de la tribu de 11e Ding par le passé. Ils se sont rapidement intégrés aux autres, et de ton côté, tu ne leur avais pas menti. Les réserves de nourriture de la tribu Han étaient effectivement énormes. En y ajoutant les 200 rations de viande saisies cette fois, il n'y aurait aucun problème pour passer l'hiver. Seul bémol, la capacité d'accueil de la grotte avait atteint sa limite. Heureusement, l'hiver approchait. On serait plus au chaud en étant serré. Ce qui a le plus surpris les nouveaux venus, c'est que la tribu Han élevait des bêtes sauvages. Surtout des créatures géantes comme Rubao et Huishan. Cela leur a donné une toute nouvelle perception de la puissance de la tribu Han. Désormais, ils étaient extrêmement fiers d'être devenus membres de la tribu Han. Ces derniers jours, les femmes n'ont cessé de tresser des cordes. Plusieurs grosses piles s'entassaient déjà dans la grotte. Les hommes continuaient d'abattre des arbres. Les troncs étaient conservés comme matériaux de construction, et les branches servaient de combustible pour le four. Toi non plus, tu n'as pas chômé ces derniers temps. Tu as fabriqué un par un les outils de menuiserie nécessaires, puis tu as coulé 50 pelles en bronze. Avec des outils pour creuser la terre, la première phase de ton projet de canal d'irrigation. Le projet doit commencer. Tu te sers d'une corde de chanvre extra longue tressée par les femmes en guise de mètre. Tu commences par mesurer l'emplacement de la ville, juste au nord de la grotte. Ensuite, aux 4 coins du site, tu enterres un tronc d'arbre en guise de repère. Cela permet de déterminer le tracé idéal pour le canal. Ensuite, il faut construire le four à briques. Une fois que le creusement du canal commencera, il produira une énorme quantité de terre. Tu prévois donc de mener en parallèle le creusement et la fabrication des briques crues. Comme tu as l'intention de produire des briques grises, et que leur processus de cuisson nécessite une grande quantité d'eau, le four à briques sera construit au bord de la petite rivière pour faciliter l'accès à l'eau. Les disciples ont fabriqué de nombreuses briques rouges il y a quelque temps, et elles serviront justement à construire le four. La construction du four à briques cylindriques a mobilisé toute la main-d'œuvre de la tribu. Il a fallu 5 jours entiers pour le terminer, puis un peu plus de temps pour fabriquer quelques moules à briques. Les préparatifs sont maintenant terminés. À ce moment-là, la charrue que tu as mis des jours à fabriquer fait enfin son apparition. Un cadre en bois de 2 mètres de large sous lequel sont fixés 4 socs en bronze. Il suffit de tracter cet engin pour qu'il laboure une bande de terre de 2 mètres de large en un seul passage. La profondeur atteint même 40 cm. Quant à la force motrice nécessaire pour cet engin, ce sont bien sûr Rubao et Huishan. Les 2 charrues sont attelées côte à côte, tirant l'attelage vers l'avant. Ils ont retourné toute la largeur du futur canal de 4 mètres d'un seul coup. En moins d'1 heure, les 2 bêtes ont creusé le canal de 700 mètres de long sur une profondeur de 40 cm. En voyant ça, tu es fou de joie. À ce rythme, ton projet de construction de la ville ne prendra peut-être pas 3 ans. Tu décides d'attendre l'hiver pour la cuisson des briques. À cette période, tout le monde sera désœuvré, et la chaleur du four rendra le travail bien plus agréable. Ce sera une tâche appréciée. Mais pour l'instant, un problème se pose. Comme ces briques sont destinées à recouvrir les murs en pisé, chaque brique est très grande. Le transport de l'argile et des briques crues va faire perdre beaucoup de temps. Tu décides donc de t'attaquer immédiatement à la construction d'une simple brouette. Un nouveau projet est lancé. La première étape, bien sûr, est de trouver des assistants. Ils pourront devenir les charpentiers attitrés de la tribu. Et le plus doué pour le travail du bois dans la tribu Han, c'est sans conteste Muton. Du temps où il était dans la tribu des arbres, il avait déjà imaginé d'utiliser des charbons ardents pour creuser un seau directement dans une bûche. L'autre est le brave Mutin. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui travaille de manière très appliquée. Ensuite, en te basant sur tes souvenirs de charrette d'une vie antérieure, et en y apportant quelques modifications, vous 3 mettez une journée entière
a donné naissance à la première brouette. Elle est immédiatement confiée à l'équipe de construction. Les membres de la tribu sont très intéressés par ce nouvel outil de transport. C'est bien moins fatigant que de porter les charges sur les épaules. Mais tu n'es pas pour autant optimiste. Tu remarques que la brouette vacille constamment de gauche à droite lorsqu'elle tourne. À ce rythme, elle ne tardera pas à se disloquer. Ayant identifié le problème, tu commences immédiatement les améliorations. L'idée principale est de renforcer l'essieu de la roue. Tu donnes des instructions claires à tes 2 assistants, et vous vous mettez tous les 3 au travail chacun de votre côté. Cette amélioration est beaucoup plus rapide que la première fabrication. 2 heures plus tard, la deuxième génération de brouettes voit le jour. Cette fois, la brouette n'oscille plus. L'efficacité du travail de tout le monde augmente immédiatement. La deuxième version est donc choisie comme modèle de série, et la production en masse commence. Pour commencer, on en fabrique 30. En comptant les hommes et les femmes. Il y a des dizaines d'adultes, donc il faut absolument des bennes pour transporter les seaux. On va certainement en utiliser beaucoup dans les temps à venir. Le trio de charpentiers a un rythme de 3 brouettes tous les 2 jours. Équipe l'équipe d'ingénierie. La première phase du projet d'aqueduc avance à une vitesse fulgurante. La fabrication de briques, qui avait été retardée, a pu reprendre grâce à l'arrivée continue des brouettes. Et les progrès ont été bien plus rapides. Au 18e jour des travaux, une longue tranchée de 698 mètres de long et 4 mètres de profondeur est apparue sous tes yeux. C'est alors que tu as ordonné d'arrêter le creusement. Les 2 mètres restants, on les creusera au moment où l'on aura besoin d'eau. Les membres de la tribu ont repris le cours normal de leur vie. Les hommes ont continué à abattre des arbres, constituant des réserves pour les constructions futures. Les femmes, quant à elles, sont reparties cueillir de la nourriture. Pour elles, plus il y en a, mieux c'est. La fabrication des 30 brouettes a également été achevée. Pour pouvoir en produire en grande quantité à l'avenir, Muton et Mugy sont en train, sous ta direction, de concevoir une grande charrette pouvant être tirée par Malin. Fort de leurs 2 expériences précédentes, tu leur as expliqué le plan de la charrette à 4 roues et tu les as laissés se débrouiller. Toi, de ton côté, tu as consacré ton temps à la préparation des terres cultivables. Chacun s'occupait de sa tâche de manière ordonnée. Ce matin-là, en sortant de la grotte, la première chose que tu as vue, c'est une immense étendue blanche. L'hiver, tant attendu, était enfin arrivé. Des flocons gros comme des plumes d'oie tombaient sans discontinuer. Le ciel était sombre et maussade. Impossible de savoir quand ça s'arrêterait. Les hommes ont cessé d'abattre les arbres, et sont tous restés blottis dans la grotte. Les femmes non plus n'insistaient plus pour aller cueillir de la nourriture. Avec un temps pareil, impossible de cuire des briques. Il faudrait attendre la fin de la neige. C'est alors que tu as lancé le plan que tu préparais depuis longtemps, populariser le mandarin et l'écriture. En réalité, les membres de la tribu en maîtrisaient déjà quelques mots de vocabulaire, surtout des phrases simples qu'ils arrivaient maintenant à prononcer. Ça simplifiait grandement les choses. Il te suffisait de leur apprendre quelques mots essentiels supplémentaires, et de leur montrer comment les combiner. Quant aux caractères chinois, leur apprendre les caractères simplifiés maintenant n'était pas réaliste. L'écriture des scribes, plus proche des pictogrammes, serait plus facile à accepter pour eux. Savoir écrire n'était pas le plus important. L'essentiel était de savoir les reconnaître. Pour motiver tout le monde à apprendre, tu as décrété qu'il y aurait une vérification des leçons chaque jour avant le dîner. Ceux qui n'arriveraient pas à lire auraient leur repas réduit de moitié. Les bons élèves, eux, auraient des récompenses. Cette méthode s'est avérée redoutablement efficace. Tous les membres de la tribu étaient remplis d'enthousiasme, surtout les enfants. Après les cours, ils se regroupaient spontanément pour s'entraîner ensemble. Quelques jours plus tard, la neige a enfin cessé, et le projet de cuisson des briques a officiellement commencé. Après avoir fait la démonstration pour 2 fournées, tu as laissé les membres de la tribu s'en charger. Ils n'avaient pas besoin de travailler tous les jours, juste au moment de remplir le four et de sortir les briques cuites. Le reste du temps était consacré à la cuisson et au refroidissement. Les jours passaient ainsi, un à un. Apprendre un peu de chinois et de caractère chaque jour, déplacer des briques tous les quelques jours. Une vie simple mais bien remplie. Quand ils n'étaient pas occupés, ils fabriquaient des parures pour se décorer, surtout les hommes. Colliers en os, plumes, ils se couvraient de toutes sortes de babioles. Tu ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que l'ancien te l'explique. Pour éviter la dégénérescence de l'espèce due à la consanguinité, de nombreuses tribus, au début du printemps, ils se réunissent pour organiser une grande rencontre matrimoniale. Si un homme plaît à une femme, elle le suivra jusqu'à sa tribu. Et le critère principal pour plaire, c'est la force. La puissance de la tribu, et s'ils ont de la nourriture en abondance. On peut juger de tous à rien qu'en regardant les parures qu'un homme porte.
Si tu te promènes avec un fémur particulièrement long comme trophée, cela signifie que ta tribu est capable de chasser de grosses bêtes sauvages. Et donc, que votre tribu ne manque pas de nourriture. Ces paroles m'ont donné une idée. Il semble qu'il me manque quelque chose à moi aussi. Évidemment, ces colliers en os, très peu pour moi. Après mûre réflexion, j'ai décidé de créer un nouveau genre d'ornement, le serre-tête. Les serre-têtes sont faits de jade scintillant ou de cuir. Il suffit que chacun utilise un matériau différent. Depuis la nuit des temps, l'or est un symbole de noblesse. Mais la tribu Anne n'a pas d'or. Ma couronne est donc faite de cuivre ajouré. C'est moi qui l'ai dessinée. Je ne pouvais pas laisser les têtes des membres de ma tribu nues. J'en ai donc fabriqué un couleur argent en étain pour Dachou. Dachou a adoré. Sous ma direction, les autres hommes adultes en ont aussi fabriqué avec d'autres matériaux, comme de la peau de bête, du bois, de l'os, il y en a de toutes sortes. Il y a même des épingles à cheveux. Désormais, une nouvelle règle est en vigueur dans la tribu Han, les enfants doivent seulement s'attacher les cheveux, ou porter un serre-tête, mais ils ne peuvent pas mettre d'épingle. Les hommes adultes peuvent porter un serre-tête et doivent obligatoirement porter une épingle. C'est ainsi que l'on distingue les adultes des enfants. Les femmes, elles aussi, n'ont plus seulement la queue de cheval comme coiffure. Les femmes adultes doivent relever leurs cheveux en chignon et peuvent utiliser des peignes en bois ou des épingles comme ornement. Les jeunes filles peuvent se faire une queue de cheval, laisser leurs cheveux détachés ou se faire des tresses. Elles utilisent aussi des épingles comme décoration. Le métal est une ressource stratégique. Il est donc impossible que tout le monde en ait pour ses parures. J'ai donc décidé de distribuer les ornements en métal comme récompense. Quiconque a rendu de grands services à la tribu aura une chance d'en obtenir. Après cette série de réformes, il suffit maintenant de regarder la tête de quelqu'un dans la tribu Han. Pour connaître son statut, son âge, et savoir s'il a bien mérité de la tribu. C'est aussi moi qui ai fait le serre-tête de Kebing. Il a une boucle en cuivre avec un motif de nuage. Je le lui ai offert en récompense car c'est lui qui a appris les caractères Han le plus vite. C'est le premier des enfants à posséder un ornement en métal. Il est fou de joie. En réalité, si je me suis donné tant de mal avec ces parures, ce n'est pas seulement pour distinguer les rangs au sein de la tribu. C'était surtout pour cette rencontre matrimoniale. Pas pour me trouver une compagne, non. Mais pour rencontrer les membres des autres tribus et voir si on pouvait faire du commerce. Auparavant, tout le sel de la tribu Han provenait du commerce avec la tribu des chauves. Mais maintenant, la tribu des chauves a disparu. Donc, en attendant de trouver du sel gemme, je dois trouver de nouveaux vendeurs. Il faut savoir que les poteries de la tribu Han ont beaucoup de valeur. Je ne veux pas seulement échanger des poteries contre du sel, je veux aussi acheter de la population. En comptant sur les moins de 200 personnes que nous sommes, je ne remplirai jamais ma cité, même dans une autre vie. Cependant, toutes les tribus ne sont pas comme la tribu Han. Elles n'ont pas la chance de ne jamais s'inquiéter pour la nourriture, et encore moins d'avoir du temps libre pour penser au développement de leur clan. Prenez la tribu des rats noirs, à l'est de la tribu Han. C'est une tribu de taille moyenne, avec plus de 150 membres. Eux et la tribu Han ont une grande différence, la tribu des rats noirs a ses propres croyances. Ils vénèrent le rat noir, et ils ont même un chaman chargé de communiquer avec les dieux. Cet hiver, Eishuo a prétendu avoir reçu les conseils des dieux. Il a dit que cet hiver serait bien plus long que les précédents, et il était très inquiet. Les réserves de nourriture ne suffiraient pas à tenir jusqu'au printemps prochain, il a donc demandé au chef de mener l'équipe de chasse pour trouver de la nourriture. C'est ainsi que le chef de la tribu des rats noirs, Shuda, est parti chasser avec 19 de ses hommes. Très vite, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. À la lisière de la jungle, à l'ouest de leur tribu, une épaisse fumée noire s'élevait de temps à autre. C'étaient sûrement des humains qui faisaient du feu intentionnellement. Mais depuis quand y avait-il des humains à l'ouest? Il y a très longtemps, ils s'étaient aventurés jusqu'à la lisière de la jungle ouest. Mais ils n'avaient jamais pu traverser la rivière, large de 8 ou 9 mètres. C'est pourquoi ils n'étaient jamais retournés aussi loin. Or, l'endroit d'où venait la fumée se trouvait clairement près de la rivière. Shuda s'empressa de rapporter la situation à Ishu. Wu, lui, n'était pas si surpris. Au contraire, il était très intéressé par le fait que ces gens fassent du feu. Dans l'esprit de Ishu Wu, le feu servait à cuire la nourriture. Faire du feu souvent signifiait donc qu'ils avaient beaucoup de nourriture. Si c'était pour se chauffer, pourquoi ne le laissait-il pas allumer en permanence? Eishu était perplexe. Il a donc demandé à Shuda d'aller voir avec ses hommes. Si c'était possible, il pourrait essayer de commercer avec eux. Peut-être même qu'ils apprendraient quelque chose. Shuda repartit donc avec son équipe pour accomplir cette mission à caractère diplomatique. Pendant ce temps, dans la tribu Han, Nuton et Luzi se trouvaient à côté du four à briques. Ils surveillaient le feu dans le fourré, de temps en temps,
y jetaient une brassée de bois. Ils alimentaient le feu depuis la nuit dernière jusqu'à cet après-midi. Les briques crues à l'intérieur du four étaient maintenant devenues rouges, d'une couleur si vive qu'elle en était aveuglante. Il était temps d'y verser de l'eau et de sceller le four. Newton tapa sur l'épaule de Liusi. Il lui dit de retourner à la grotte pour appeler de l'aide. Liusi hocha la tête. Et il partit vers la grotte sans un regard en arrière. Mais pendant ce court instant où Newton était seul, un grand hurlement de Roubao retentit soudain, suivi par le bruit de sa course. Puis, des cris humains se firent entendre. Newton sortit en hâte du foyer souterrain pour remonter à la surface. À peine avait-il sorti la tête qu'il vit une dizaine de longues lances fusées en direction de Roubao. Terrifié, il détala et courut à toutes jambes vers la grotte. Tu t'apprêtais justement à amener des hommes pour verser l'eau dans le four à briques. Mais à peine sorti de la grotte, tu vis cette scène, Roubao se faisait pourchasser. Shuda et ses hommes s'apprêtaient à le suivre, quand ils te virent soudain, toi et un groupe de personnes, sortir de la grotte. Ils restèrent figés sur place. Putain! Qui ose s'en prendre à mon Roubao? Prenez les armes. En entendant l'ordre de leur chef, les membres de la tribu, 70 à 80 personnes, sortirent en poussant des cris de guerre. Chacun tenait une arme à la main, et ils encerclèrent aussitôt le groupe de Shuda. Shuda resta bouche bée. Le groupe devant lui avait l'air féroce. Le jeune homme à leur tête avait un visage glacial, portait une couronne et une épingle à cheveux en or. Il tenait une lance dorée étincelante et le fusillait du regard. Mais le reste du groupe était encore plus éblouissant. Chacun d'eux tenait une pelle en bronze rutilante. Oubliez leur force de combat, rien que cet équipement luxueux suffisait à paralyser de peur Shuda et ses hommes. C'est alors que Roubao vit son maître. Il avait la situation en main. Le petit animal revint en trottinant joyeusement. Il se posta derrière toi et, se sentant pousser des ailes, aboya férocement sur Shuda. Tu lui tapotas le museau pour le calmer, puis tu te tournas vers Shuda et lui dis, « Cette bête est à nous. Pourquoi l'avez-vous attaqué » Shuda était complètement perdu. Mais tu semblais très proche de ce monstre. Il ne s'attendait pas à ça. La tribu voisine était donc capable de contrôler un monstre aussi gigantesque. Mais ce qui le surprit encore plus, c'était Huichan, qui était encore plus grand que Roubao. À ce moment-là, ayant entendu l'agitation, il est aussi arrivé en courant. Il se tenait à côté de Roubao, observant avec curiosité les étrangers qui étaient encerclés. Shuda et sa bande étaient morts de peur. Putain, c'était vraiment Shuda. Ils avaient tous l'air complètement abasourdis. Tu as froncé les sourcils. Tu as demandé à l'ancien à tes côtés d'aller leur demander qui ils étaient. Et pourquoi ils étaient venus ici. L'ancien s'est approché de Shuda et a commencé à lui parler en faisant de grands gestes. Il a traduit tes paroles, puis a expliqué que tu étais le chef. Après avoir écouté l'ancien, Shuda s'est d'abord confondu en excuses, expliquant qu'il ne savait pas que ce monstre avait un propriétaire. C'est pourquoi il pensait le chasser pour passer l'hiver. Finalement, au bord des larmes, il a expliqué la raison de sa venue. Il s'est avéré qu'il voulait faire du troc pour de la nourriture. Cependant, s'ils avaient vraiment quelque chose qui pouvait t'intéresser, ce n'était pas totalement impossible. Alors, qu'avez-vous à échanger? Shuda a hésité un instant. On peut échanger des bassines en pierre, ça vous va? Après tout, sa tribu en possédait plusieurs, et les bassines en pierre étaient indispensables à toutes les tribus. Cette fois, avant même que tu aies pu dire un mot, l'ancien a pris la parole. Des bassines en pierre? Notre tribu en a à revendre. Si vous en voulez, vous pouvez aussi nous les échanger contre autre chose. Des gens de la rivière, ça irait. Maintenant, c'était au tour de Shuda d'être stupéfait. L'autre tribu avait donc plein de bassines en pierre, et il pouvait même en échanger avec lui. L'ancien, voyant le désarroi de Shuda, a demandé à quelques enfants d'apporter un service de poterie. 2 minutes plus tard, les enfants ont apporté une jarre à eau, une marmite et plusieurs bols. Il y avait même quelques enfants qui, aimant l'agitation, ne se sont pas fait prier pour s'approcher. Ils se tenaient à l'entrée de la grotte, un bol de bouillon à la main, en le sirotant bruyamment. Shuda en est resté bouche bée. Il n'avait jamais senti une odeur de viande aussi appétissante. Tu as demandé à quelqu'un de lui servir un bol de bouillon. Après tout, sans goûter le bouillon, il ne pouvait pas comprendre la vraie valeur de la poterie pour cuisiner. Il a pris le bol de bouillon avec précaution et, imitant les enfants, il a aspiré une gorgée. Instantanément, une chaleur s'est répandue de sa gorge à son estomac. Peu après, tout son corps était réchauffé. C'est un bouillon que tu as spécialement préparé pour lutter contre le froid. Il n'y a pas beaucoup de viande dedans, mais il contient de gros os de porc et des piments. En temps normal, en boire quelques gorgées est un vrai réconfort. Shuda a été complètement conquis par le goût du bouillon. Il a aussitôt décidé qu'il échangerait des gens contre la marmite en terre cuite. Quant à savoir ce qu'était le Yan Yagen,
il n'en avait jamais entendu parler. L'ancien a répété le prix habituel pour la poterie, une marmite en terre cuite contre 2 jeunes garçons. Ou une femme adulte. Pour Shuda, ce prix était acceptable. Mais cette fois-ci, il n'avait emmené ni femme, ni enfant. Mais comme il tenait absolument à rapporter une marmite, il a ravalé sa fierté et t'a demandé s'il pouvait emporter la marmite maintenant et amener les gens plus tard. En entendant ça, tu as tout de suite tiqué. Pas question de faire crédit. Jamais de la vie je ne ferai crédit. Et s'il ne revenait jamais pour payer, je passerais pour un idiot, non? Voyant que tu n'étais pas d'accord, Shuda a immédiatement pris une ceinture en peau de bête bien remplie des mains d'un de ses hommes. Il te l'a mise dans les mains. Il y a de la nourriture dedans, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais on espère que tu nous laisseras prendre une urne funéraire d'abord. La prochaine fois, on les changera contre des hommes. Tu crois vraiment que j'ai besoin de votre misérable nourriture? Il ouvre le sac brutalement. Tu jettes un coup d'œil désinvolte à l'intérieur, mais contre toute attente. L'instant d'après, tu n'arrives plus à en détacher tes yeux. Putain, ce ne sont pas des cacahuètes, ça? Ton esprit s'emballe aussitôt, tu imagines une myriade de plats, cacahuètes grillées, cacahuètes bouillies à l'eau salée, cacahuètes frites, beurre de cacahuètes. C'est une vraie mine d'or. En plus de leur haute valeur nutritive, le plus important, c'est qu'on peut en extraire de l'huile. Si on en plantait un grand champ, on ne manquerait plus jamais d'huile de cuisson. Et avec de l'huile, on peut faire du savon, des bougies, et même des explosifs. Dire que les cacahuètes sont une ressource stratégique n'est donc pas une exagération. Tu réprimes ton excitation. Et ce n'est qu'après un long moment que tu parviens à retrouver ton sérieux. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Shuda se lance dans une série de couinements et de grands gestes, et c'est là que tu comprends. Le soi-disant dieu de leur tribu est le rat noir, et les cacahuètes sont déterrés des nids de rats. Ils savent où trouver les terriers de rats qui contiennent des cacahuètes. Par conséquent, pour leur tribu, les cacahuètes ne sont pas quelque chose de rare. Tu hoches la tête pour toi-même et sors un grand panier. Un panier rempli comme ça peut être échangé contre de la poterie, mais il faut que les coques soient intactes. Shuda n'en croit pas ses oreilles. Il n'arrive pas à croire que tu puisses proposer des conditions aussi favorables. Fou de joie, il accepte immédiatement et promet d'en apporter plus la prochaine fois. Finalement, Shuda est reparti avec le grand panier, ainsi qu'un pot et un bol en céramique. Et aussi une cuillère que tu leur as offerte. En regardant leur silhouette s'éloigner, tu ressens soudain un frisson rétrospectif. Cette fois, une tribu étrangère a réussi une incursion surprise jusqu'à l'entrée de la grotte. Heureusement, ils n'étaient pas nombreux. S'ils étaient venus spécifiquement pour attaquer la tribu Han, même si la tribu Han avait pu les repousser, il y aurait sûrement eu des blessés, voire des morts. Tu avais déjà prévu de construire des ouvrages défensifs. Mais une muraille aussi imposante, ça ne se construit pas en un claquement de doigts. Durant cette période de vulnérabilité défensive, il faut absolument mettre en place une fortification temporaire sur laquelle s'appuyer. Tu demandes d'abord à Dashu d'emmener des gens inondés et sceller le four à briques. Toi, tu restes à l'entrée de la grotte, en pleine réflexion. Le four à briques a fonctionné pendant 2 mois. Une grande quantité de briques pour la muraille s'est déjà accumulée. La construction ne pourra commencer qu'au printemps prochain. Alors, toutes ces briques ne servent à rien pour l'instant? En pensant à ça, l'idée d'une fortification simple et rapide à construire germe dans ton esprit. Le lendemain, à la première heure, tu rassembles tous les adultes. Tu leur annonces que tu vas encercler la grotte avec 3 murs. On laissera une ouverture de 2 mètres de large à l'est, et on utilisera un chevalet de 3 mètres de haut en guise de portail. On attachera 4 rangées de longues piques sur le devant. Ce simple mur d'enceinte sera directement monté avec des briques grises. Par un temps aussi froid, il suffira de verser de l'eau sur le mur de briques une fois monté pour qu'elle gèle ensemble et se lie. Au retour du printemps, quand le temps se réchauffera et que tout dégèlera, ces briques pourront être réutilisées pour la construction. Leur usage ne sera pas compromis. Les jours suivants, tous les adultes de la tribu mettent la main à la pâte. Avec les brouettes et tous les outils, la hauteur du mur d'enceinte augmente à vue d'œil. En cette ère primitive où l'on peine à se nourrir, les autres tribus mangent encore de la viande crue et rongent des racines, mais toi, tu mènes ton peuple à boire de la soupe fraîche et à manger de la viande grillée. Non seulement vous mangez du riz parfumé, mais en plus vous utilisez des armes sophistiquées qui transcendent les époques. Tout ça parce que tu es revenu à cette ère préhistorique, armé de tes compétences techniques d'avant-garde. L'arrivée soudaine de la tribu des rats noirs t'a fait prendre conscience de la crise potentielle qui vous guette. Tu as donc décidé de construire des fortifications pour la tribu Han. Le lendemain, de bon matin, tu as rassemblé tous les adultes. Tu leur as annoncé que tu allais ériger 3 murs pour encercler la grotte. Une porte de 2 mètres de large serait laissée à l'est, et le mur serait directement construit avec des briques d'argile. Par un temps si froid, il suffisait de verser de l'eau sur le mur une fois monté pour que tout colle.
lorsque le temps se réchaufferait au printemps et que la glace fondrait. Ces briques pourraient être réutilisées pour d'autres constructions, sans que cela n'affecte leur qualité. Les jours suivants, tous les adultes de la tribu se sont mis au travail. La hauteur du mur a augmenté à vue d'œil. Pendant ce temps, chez la tribu des rats noirs, Shuda cuisinait une soupe de viande avec les pêches obtenues lors de l'échange. Il racontait à l'ancien ce qu'il avait vu et obtenu lors de sa mission diplomatique. Feshu Wenyan a immédiatement décidé qu'il devait se rendre en personne à la tribu Han. Pendant ce temps, chez la tribu Han, le mur d'enceinte temporaire était achevé. Haut de 3 mètres et épais de près d'un demi-mètre, le mur était suffisant pour repousser n'importe quelle attaque humaine. Le simple mur de glace était terminé, il fallait maintenant préparer les armes de défense. La dernière fois, les membres de la tribu n'avaient que des pelles en bronze comme armes. Bien que ça puisse servir, elles n'étaient efficaces qu'au corps à corps, un type de combat qui cause facilement des morts et des blessés. Le développement d'armes à distance était donc la priorité. Après réflexion, les lances semblaient être la meilleure option. Un coup au but serait assurément mortel. Jusqu'à présent, les lances de la tribu en étaient entièrement en bois. Elles manquaient de force de pénétration et n'étaient pas très résistantes. Mais maintenant, tu avais des centaines de kilos de plaques d'or et d'argent. Il suffisait d'ajouter une pointe en métal aux lances en bois. La fabrication de ces pointes était très simple. Tu en as d'abord fabriqué une de tes propres mains. Puis, tu as confié le reste à Mutu et Mutin. Ils ont travaillé jusqu'au 4e jour. 260 nouvelles lances avaient été produites. Maintenant, avec le mur et ses lances, tu étais enfin rassuré. Tant que les ennemis n'étaient pas plus de 20, les plus de 60 adultes de la tribu Han, avec une seule volée de lance, pourraient anéantir tous les ennemis. Au même moment, Shuda et les siens traversaient la petite rivière. Mais impossible de trouver la grotte de la tribu Han. À l'endroit qui n'était qu'un terrain vague quelques jours auparavant, se dressait soudainement un mur de glace d'un blanc bleuté. Shuda a couru jusqu'au mur de glace. Ce mur n'était pas là il y a quelques jours. A-t-il surgi de terre? Shuo, qui était derrière lui, l'a rejoint. En contemplant le mur, il n'a pu s'empêcher de s'écrier « C'est un véritable miracle ». À l'intérieur de l'enceinte, Rubao, qui était en train de jouer, fut attiré par le bruit. Il a filé jusqu'à la porte pour jeter un œil et a reconnu le groupe qu'il avait piqué avec une lance la dernière fois. Il a aussitôt passé son museau à l'extérieur et a grogné en direction de Shuda. C'est alors que ce dernier remarqua qu'il y avait une porte dans ce mur. Seulement, le côté extérieur du cadre en bois était hérissé de pointes de bois solides. Bien qu'il ne sache pas à quoi ça servait, dans sa tête, il pouvait facilement imaginer la scène, des ennemis chargeant et se faisant tous empaler sur les pics. Il n'a pu s'empêcher de s'émerveiller. La femme et le garçon, eux, réfléchissaient à autre chose. Pourquoi la tribu n'a-t-elle pas mangé la bête à 4 cornes de tout à l'heure? Toute cette viande. C'est alors que tu as entendu le grognement de Rubao. Tu es sorti de la grotte avec une dizaine des tiens, chacun armé d'une nouvelle lance. Shuda s'est empressé de clarifier qu'il venait pour faire un échange. Il a même mis la femme et l'enfant en avant pour te les montrer. Tu as hoché la tête. Le subordonné écarta alors les chevaux et laissa entrer le groupe de Shuda. Ils furent instantanément stupéfaits par la scène qui s'offrait à eux. Juste à côté de l'enclos, se trouvaient 30 petits véhicules volants, tous identiques. À côté de l'entrée de la grotte, il y avait aussi 50 pelles en bronze. Plus de 200 mèches de poils. Ces rangées bien alignées de poils scintillaient d'un éclat doré. En arrivant à l'entrée de la grotte, l'En-Maligne était en train de brouter de l'herbe dans l'abri de paille. En voyant arriver des étrangers, il s'est immédiatement mis à hennir bruyamment. Le groupe de Shuda sursauta. Même une fois à l'intérieur de la grotte, Shuda et les autres n'en revenaient toujours pas. En arrivant dans la grotte, ils jetèrent un rapide coup d'œil, il y avait du monde partout. Visiblement, ils n'étaient pas moins nombreux que la tribu des rats noirs. Les membres de la tribu en étaient en train de dévisager Shuda et son groupe. Shuda, lui, regardait la centaine de pots en terre cuite près du foyer. Il était abasourdi. Combien y en avait-il? Assez pour racheter toute sa tribu. Quelques femmes de la tribu des rats noirs, quant à elles, observaient les femmes de la tribu Han. Elles avaient toutes le teint rosé, on voyait bien qu'elles ne souffraient pas de la faim. En plus, chacune portait des peaux de bête. Seul le chaman de la tribu des rats noirs était plus perspicace. Il fixait, hébété, les centaines de caractères sur la paroi rocheuse. Tu vois, ce vieil homme s'intéresse aux caractères. Je ne t'ai pas dérangé. J'ai dit à l'ancien d'aller d'abord voir Shuda, pour faire l'échange. Cette fois, Shuda avait amené cette femme, et 6 garçons de 11 ou 12 ans, ainsi que 4 paniers de cacahuètes. Il voulait les échanger contre 10 jarres et 4 bols en terre cuite. Une fois la poterie obtenue, Shuda était très content. Désormais, les siens pourraient aussi boire une bonne soupe de viande bien chaude. Mais les plus heureux
étaient les garçons et les jeunes filles qui avaient été échangés. La tribu Han semblait très puissante. Ils pensaient qu'à l'avenir, ils pourraient être comme les autres ici et ne plus jamais avoir faim. Ils étaient tous un peu excités. Shuo vit que l'échange était terminé. Il s'est alors précipité à tes côtés pour te demander ce qu'étaient ces caractères. Son intuition lui disait que ces symboles étaient très sophistiqués. Voyant son intérêt, tu as pris un petit bâton pour lui expliquer en détail. C'est alors que Shuo comprit. Ces symboles étaient une autre forme d'expression de la langue de la tribu Han. Si tout le monde apprenait ces symboles, suffirait-il d'en écrire quelques-uns pour que les autres comprennent ce qu'on veut dire? Tu ne savais pas à quoi pensait le vieil homme. Mais voyant qu'il réfléchissait, tu ne l'as pas dérangé. Même si les membres de la tribu Han apprenaient les caractères tous les jours, c'était uniquement pour les marrons grillés au sirop. Quelqu'un comme lui, capable de réfléchir par lui-même. On n'en trouvait pas un seul. Un instant, l'envie de t'attacher ce talent te vint, même si ce n'était qu'un vieil homme d'une autre tribu. Une fois les affaires terminées, tu as pris l'initiative d'inviter Shuo, Shuda et les autres à passer la nuit. En entendant ton invitation, Shuo a accepté avec grand plaisir. Lui aussi avait de nombreuses questions à te poser. Pour leur souhaiter la bienvenue, tu as annoncé un repas supplémentaire pour ce jour. Mais si tout le monde s'allongeait pour dormir dans la grotte, il n'y aurait certainement pas assez de place. Tu as donc décidé de déplacer l'enclos des lapins dans l'espace libre à l'extérieur, afin de libérer un peu de place à l'intérieur. Tu as choisi un emplacement et tu as demandé à tes gens de se mettre au travail immédiatement, en utilisant des briques d'argile pour monter les 4 murs. Le sol fut également entièrement pavé, puis recouvert d'une épaisse couche de paille sèche, et le travail fut terminé. Les femmes ont transporté la 50aine de lapins dans le nouvel enclos extérieur. Shuo a pris l'initiative de demander « Pourquoi ne tuez-vous pas les lapins? Mais c'est de la nourriture, tout ça. » Avant même que tu aies pu répondre, Dashu s'est empressé d'expliquer l'objectif de ton élevage de lapins. Il avait vu de ses propres yeux la première portée, passant d'une trentaine à plus de 50 lapins. Maintenant, élever des lapins était bien plus facile que de les chasser. Les membres de la tribu des rats noirs furent tous très surpris en entendant cela. Le principe de l'élevage est simple, ils l'ont tous compris. Ils n'avaient simplement jamais imaginé qu'une telle façon de stocker la nourriture existait. Quant à Shuo, il avait ses propres théories sur les merveilles de la tribu Han. Il t'a discrètement tiré à l'écart et t'a demandé à voix basse. Qui t'a appris tout ça? Est-ce une divinité de votre tribu? Tu lui as répondu directement que ta tribu n'avait pas de dieu, et que tu savais ces choses de naissance. En entendant ces mots, le regard que Shuo te portait changea du tout au tout. Serais-tu donc un dieu? Sans te soucier de son regard étrange, tu as emmené le groupe visiter les rizières qui allaient bientôt être aménagées. Tu lui as fièrement annoncé que l'année prochaine, tu aurais plus de nourriture que tu ne pourrais en manger. Shuda était perplexe. Bien que ta tribu soit plus nombreuse que la sienne, tous ces gens ne pourraient pas manger autant. Après une longue visite, il a enfin posé la question cruciale. Tu lui as répondu avec un sourire que tu allais inviter d'autres tribus à rejoindre la tribu Han. Shuda a accueilli cette réponse avec beaucoup de scepticisme. Aucune tribu n'accepterait de se joindre directement à une autre. À ces mots, tu as esquissé un léger sourire, puis tu as appelé Dashu à tes côtés pour qu'il raconte lui-même leur histoire. Comme Dashu avait personnellement vécu la scène de l'invasion de la tribu cannibale. Son récit était si vivant qu'ils avaient l'impression d'y être. Shuda en a eu des sueurs froides. Il n'aurait jamais imaginé qu'une telle tribu puisse exister. Heureusement que sa propre tribu ne les avait pas rencontrés. Voyant que le moment était opportun, tu as lâché une autre information de taille. Cette tribu de cannibales se trouve de l'autre côté de la rivière. Ils ont beaucoup d'hommes adultes. Chaque fois qu'ils apparaissent, ils ne sont jamais moins de 50. Et aussi, ils ont beaucoup de monstres aux longues flûtes, aussi grands que 8 champs. Il est possible qu'ils ne soient pas loin de votre tribu. J'espère que vous ferez attention. Après avoir dit cela, tu as tapoté l'épaule de Shuda. Puis tu es retourné à l'intérieur de l'enceinte. Shuo et Shuda étaient terrifiés par cette nouvelle. Apprenant que des cannibales se trouvaient près de leur propre tribu, comment auraient-ils pu rester tranquillement en visite chez la tribu Han? Ils sont immédiatement venus te trouver pour prendre congé, disant qu'ils devaient rentrer préparer leur défense. Puisqu'ils voulaient partir, tu n'avais aucune raison de les retenir. Tu leur as donné 10 gros poissons, comme provision pour la route. Au moment de leur départ, tu as ajouté à l'adresse de Shuo que s'ils rencontraient un danger, ils pouvaient venir ici chercher de l'aide. Shuo et Shuda furent incroyablement touchés. Ils ne cessaient de te remercier avant de repartir précipitamment avec les leurs vers leur propre tribu. Avec le départ du groupe, la tribu Han retrouva sa quiétude. La veille de la 3e pleine lune de l'hiver, d'épais flocons de neige sont tombés pendant un jour et une nuit. La neige sur le terrain découvert atteignait 30 cm d'épaisseur,
forçant l'arrêt des travaux de fabrication des briques de terre. Ce jour-là, tu étais allongé sur une paillasse près de l'arbre, à éplucher des châtaignes. Roubao et Huichang étaient couchés de chaque côté de toi, profitant de ton inattention pour en voler quelques-unes. C'est à ce moment précis que Huichang a soudainement relevé la tête, agitant ses grandes oreilles pour écouter les bruits au loin. Tu as senti que quelque chose clochait et tu as immédiatement arrêté ce que tu faisais. Moins d'une minute plus tard, une violente secousse s'est transmise par le sol. Tu t'es précipité dehors et tu as grimpé derrière le mur d'enceinte ouest pour observer la situation. On pouvait voir, à l'ouest, tout près, apparaître une immense armée de chasseurs, composée de nombreux prédateurs féroces, progresse dans la neige. Ils pourchassent sans relâche un troupeau d'herbivores. Devant, fuyant éperdument, il n'y a pas seulement des bisons comme tu n'en as jamais vu, mais aussi des créatures que tu ne connaissais que des musées. Des cerfs au bois gigantesques. Il y a même, mêlés au troupeau, des dizaines de la légendaire bête mythique, le cheval de l'herbe et de la boue. Autrement dit, des alpagas. Et parmi les chasseurs qui les poursuivent, il n'y a pas que de grands oiseaux terreurs, mais aussi des hordes de sangliers. Mais dans cette grande armée de chasse, ils ne sont que des seconds couteaux, juste là pour faire le nombre. La véritable force de frappe de cette armée est une meute de plus de 200 loups gris. Accroupis derrière le mur, tu n'oses même pas respirer, observant attentivement la scène. Huichang et Roubao sont aussi tranquillement tapis à tes côtés, profitant du spectacle. Les poursuivants se rapprochent. Le bison mâle en tête du troupeau mène ses 100 et quelques congénères, dans une fuite désespérée vers le nord-est. Derrière eux, le loup alpha mène plus de 100 de ses loups affamés, qui encerclent les flancs du troupeau à la vitesse de l'éclair. Les bisons courent, jusqu'à la rivière artificielle que tu as creusée pour aménager les rizières. La scène qui s'offre à eux leur hérisse instantanément le poil. Bordel! Depuis quand il y a un fossé aussi long et profond ici, le bison de tête est au bord de la crise de nerfs. Impossible de traverser ce fossé. Ils sont contraints de s'arrêter net et de se regrouper, pointant leurs cornes acérées vers l'extérieur. Le nez plissé, les loups retroussent leurs babines, dévoilant leurs crocs acérés, et resserrent lentement leur cercle. Alors que la bataille est sur le point d'éclater, un bruit de paix retentissant brise la tension d'avant-bataille. Le troupeau de bisons et la meute de loups restent figés, stupéfaits. Des centaines de perdus curieux se tournent à l'unisson vers le haut du mur, à l'ouest. On ne voit que toi, en train de donner des claques à répétition sur la tête d'un oiseau terreur à côté de toi. Putain! Je t'avais dit de pas piquer les marrons. Maintenant, tu nous as fait repérer, on est mort. Les yeux du troupeau de bisons, fixés dans cette direction, s'illuminent soudain, il n'y a pas de fossé près de ce mur. Les yeux des loups s'illuminent aussi, car ils viennent de découvrir une proie bien plus facile à attraper que les bisons. Soudain, tu remarques l'étrange lueur dans leurs yeux. Tu te mets aussitôt à courir vers la grotte en hurlant, prenez les armes. Défendez l'entrée. On ne peut plus compter sur le mur maintenant. Un mur de briques de 50 cm d'épaisseur et de 3 mètres de haut. C'est suffisant pour repousser une attaque humaine, mais face à un troupeau de bisons enragés, c'est une autre histoire. Le troupeau, lui, ne comprend absolument rien à ce que tu dis. Il lance la charge pour forcer le passage, pile dans ta direction. Voyant les bisons forcer le passage, le loup alpha donne en hâte l'ordre à ses subalternes de lancer les sangliers, pour organiser la première vague de contre-attaque. La horde de sangliers se rue aussitôt en première ligne. Ils n'ont pas vraiment le choix. Après tout, ils sont moins nombreux que les autres. Et comme ils veulent leur part du butin, ils doivent servir de chair à canon pour la meute. La voie de la survie est juste devant eux, comment le troupeau de bisons pourrait-il reculer ? Une collision d'une violence inouïe, digne de l'impact d'une météorite, se produit alors. Plus de 100 bisons, mesurant plus de 2 mètres de haut et pesant plus d'une tonne, chargent à l'unisson. Les sangliers, d'habitude si féroces et invincibles, ne sont plus qu'un fétu de paille face à un tel assaut. Leurs cornes de plus de 50 cm de long éventrent les sangliers. En un seul contact, la horde de sangliers est projetée dans les airs. Leur élan les projette violemment contre le mur d'enceinte de la tribu Han. Le mur de briques bleues, solidifié avec de l'eau glacée, ne résiste pas aux impacts violents et continus, et s'effondre dans un grand fracas. Roubao et les hommes de Huichang se sont précipités vers l'entrée de la grotte, reculant sans cesse. Leur corps massif bloquait presque l'entrée. La dizaine de sangliers restants étaient morts de peur. Contre toute attente, ils ont fait demi-tour et, piétinant leurs congénères, se sont rués à nouveau à l'intérieur de l'enceinte. Dans la confusion, plus de 10 buffles du troupeau qui les suivaient ont également fait irruption. À peine les deux groupes se sont-ils rencontrés qu'une grande bataille a éclaté, détruisant l'enceinte en un instant. Deux lamblings, qui tremblaient de tous leurs membres dans leur enclos, ont été les victimes collatérales de ce chaos. Mortellement encornés par les buffles, ils sont morts sur le coup. Tu ne pouvais que regarder, impuissant,
le fruit de ton dur labeur être anéanti en un instant. Une telle mêlée de bêtes préhistoriques ne pouvait être maîtrisée par la force d'un seul homme. Tu ne pouvais qu'à peine te protéger, toi et ta tribu. Dans le tumulte, un abri s'est effondré. Plus de 10 lamblings attachés ont été écrasés sous la structure effondrée. Ils ont ensuite été piétinés par les sangliers paniqués et les buffles enragés. Tu ignorais combien de lamblings survivraient là-dessous, et cette vision te fendait le cœur. C'étaient eux que tu avais ramenés au prix d'efforts considérables. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'enceinte, une centaine de buffles sauvages avaient réussi à forcer le passage et avaient déjà contourné la rivière artificielle. Ils se dirigeaient vers le nord-est, derrière la montagne de la tribu Han. La scène où la meute venait d'être projetée en l'air était encore vive dans les esprits. La meute de loups n'osait pas leur barrer la route de front. Ils ne pouvaient que harceler les flancs du troupeau, tuant plus de 20 buffles qui s'étaient retrouvés isolés. C'est alors que le chef de meute ordonna de cesser la poursuite pour se préparer à savourer ce grand festin. Mais toi, à l'intérieur de l'enceinte, tu avais les yeux injectés de sang. Tous les lamblings que tu avais ramenés étaient morts. Si tu ne profitais pas de la situation pour récupérer quelque chose, ce serait une perte sèche. Tu as aussitôt fait sortir tous les adultes de la tribu. Tu leur as ordonné de préparer leurs lances pour tuer tous les buffles et sangliers restés à l'intérieur. C'était de la viande servie sur un plateau, il était hors de question de la laisser filer. L'instant d'après, 70 à 80 personnes se sont alignées à l'entrée de la grotte. Une pluie de traits emplumés s'est abattue sur les sangliers qui continuaient de saccager les lieux. Plus de 20 bêtes se sont effondrées sur le champ. Chacune était transpercée de plusieurs longues lances. Tu as ensuite demandé à l'ancien de défendre l'entrée de la grotte avec les enfants. Les autres t'ont suivi vers la brèche de l'enceinte, où se trouvaient encore des dizaines de sangliers sonnés et à moitié morts. En formation. Les hommes en première ligne pour défendre, les femmes derrière pour les achever. Tuer tous ces sangliers, puis traîner les carcasses à l'intérieur. Tu as fait un pas en avant, brandissant ta lance d'or, le regard fixé sur la meute. Une quinzaine d'hommes de la tribu Han se sont placés de chaque côté de toi, formant une ligne de défense, lance pointée. Derrière eux, les femmes, armées de lances de bronze, achevaient sans pitié les sangliers à terre. Bientôt, on n'entendit plus que le bruit sourd des lances s'enfonçant dans la chair et les cris d'agonie des sangliers, mêlés aux cris de guerre des femmes qui se donnaient du courage. Ce vacarme a rapidement attiré l'attention de la meute. Aussitôt, le chef de meute a poussé un hurlement. Autour, les loups qui dépeçaient les buffles ont tous interrompu leur festin, la gueule ensanglantée, et ont tourné la tête dans ta direction. Une nouvelle bataille était imminente. Tu as hurlé à ta tribu de resserrer les rangs. Quiconque tuera un loup sera récompensé par sa peau et un arc long. Face aux centaines de loups, les membres de la tribu avaient d'abord été saisis par la peur. Mais à présent, leurs yeux ne brillaient que de fanatisme. Face à la meute féroce et terrifiante, c'était comme s'ils voyaient une montagne de fourrure marcher droit sur eux. L'instant d'après, le chef de meute poussa un long hurlement. Toute la meute forma une ligne de charge et fonça à toute vitesse droit sur toi. Sans hésiter, tu as pris les devants, brandissant ta lance pour frapper un loup affamé qui bondissait sur toi. Tchac! Le sang a giclé tel une flèche. Le loup, si féroce un instant plus tôt, s'est immédiatement effondré mollement sur le sol. Les hommes sur les côtés ont également terminé leur première vague d'assaut, laissant une dizaine de cadavres de loups gris devant la formation de lance. À l'intérieur de l'enceinte, grâce à l'aide de Roubao et Huichan, plus de 50 sangliers avaient déjà été complètement anéantis. Les femmes désormais disponibles se sont aussi empressées de rejoindre la bataille, se plaçant dans les interstices entre les hommes de la première ligne. Les autres femmes, également armées de longues lances, ont pris position en deuxième ligne, prêtes à faire face à toute situation imprévue. L'affrontement entre les deux camps n'a duré qu'un instant. Devant la formation de lance, pas moins de 40 cadavres de loups s'entassaient déjà. Surtout que la première ligne avait été renforcée par autant de femmes, la tribu Han ne ressentait plus aucune pression sur le front principal. Mais comment un animal aussi rusé que le loup gris pourrait-il se laisser abattre si facilement? À l'abri des regards, il a ordonné à un autre groupe de loups de contourner discrètement l'enceinte. Il se préparait à porter un coup fatal à ces gens, mais leur manœuvre n'a pas échappé à ton attention, toi qui surveillais le chef de meute. Observant ses moindres faits et gestes, tu as percé à jour les intentions du chef de meute. En quelques bonds, tu as grimpé au sommet du mur voisin pour observer la situation du champ de bataille d'une position dominante. Sur le front principal, au niveau de la brèche, plus de 50 cadavres de loups gris s'entassaient déjà, formant comme une muraille basse devant la brèche. Le chef de meute a remarqué que tu avais soudainement grimpé sur le mur. Craignant que sa stratégie de diversion ne soit découverte, il a poussé un nouveau hurlement, ordonnant à ses troupes d'assaut sur le front principal de changer de tactique. Un par un, d'énormes loups gris d'élite ont pris appui sur les cadavres de leurs congénères pour bondir.
tentant de sauter par-dessus la première ligne de lance pour attaquer directement la deuxième rangée. Cette tournure inattendue a immédiatement capté ton attention. Tu as aussitôt crié à la première ligne d'avancer pour faire bloc, et à la deuxième de défendre au-dessus de leur tête. Et c'est à ce moment précis que, du côté du mur sud, un hurlement de douleur de loup gris a soudain retenti. En tournant la tête, tu n'as pu t'empêcher d'écarquiller les yeux. Là-bas, près du mur sud, se trouvait Roubao. Agitant son énorme trompe, il fouettait sans relâche les loups gris qui tentaient de grimper au mur. Voyant cela, Huichang s'est empressé de l'imiter, combattant côte à côte avec Roubao. La situation sur le front principal s'est stabilisée. Le chef de meute, voyant son attaque échouer, n'a eu d'autre choix que d'ordonner à la meute de cesser l'assaut. Il ne lui restait plus qu'à espérer que le groupe chargé de l'attaque de flanc réussisse sa mission. À ce moment-là, un loup gris robuste a pris appui sur un de ses congénères et a bondi avec force. Il était sur le point de franchir le mur de 3 mètres de haut, quand soudain une flèche a surgi. Elle a atteint le loup en plein coup, surprenant ceux qui, derrière lui, s'apprêtaient aussi à franchir le mur. Ils ont été saisis de peur. Puis, plusieurs autres flèches, sifflant dans les airs, ont mis en déroute la meute. Le chef de meute, voyant qu'il était impossible de percer sur les deux fronts, n'a plus osé continuer l'attaque. Il a aussitôt poussé un hurlement assourdissant, a battu la retraite en hâte, et s'est retourné pour continuer à dévorer les carcasses de bisons à l'extérieur. Mais comment aurais-tu pu les laisser partir? Tant de lents malignes sont morts. Comment aurais-tu pu avaler cet affront? Tu as immédiatement donné une série d'ordres. Les hommes devaient rester en alerte, tandis que les femmes devaient traîner les loups gris de devant la brèche. Tous les cadavres à l'intérieur de l'enceinte. Tu as ensuite désigné quelques femmes pour fabriquer des torchets avec du bois de chauffage et du suif. Tu as aussi demandé à l'ancien de sortir toutes les flèches en réserve. Une dizaine de minutes plus tard, Roubao portait sur son dos tous les combattants disponibles de la tribu. Huichang portait ton carquois autour du cou et te transportait sur son dos. À vos côtés marchaient 30 adultes de la tribu, armés de torchets et de lances. Vous vous dirigez vers les bisons abattus et arrivez près d'une carcasse. Après avoir abattu quelques loups à l'arc à plus de 30 mètres, les autres loups gris n'osent plus rester sur place. Ils s'enfuient dans toutes les directions. Vous en profitez pour vous emparer d'une carcasse de bison avec vos hommes. Vous ordonnez à vos guerriers de passer une corde autour de la tête du bison, puis à Roubao et Huichang de le ramener en le traînant. Ils effectuent ainsi des allers-retours, et en sortant de l'enceinte, ils rapportent au passage un gros paquet de pelles en bois. La meute de loups, ayant constaté la puissance de Tong Mao et de ses flèches, et voyant que chaque membre de la tribu tient une torche, ne peut que ravaler sa frustration. Il regarde ces humains leur dérober leur proie. Même les pans qui picoraient les bisons au loin sont abattus par vos flèches à longue distance, devenant tous des proies pour la tribu Han. La meute de loups, acculée, ne peut que tourner son attention vers les créatures encore vivantes tombées dans le fossé. Mais avant qu'ils ne puissent lancer une nouvelle attaque, les deux rives de la rivière artificielle s'embrassent de grand feu. Le dernier espoir de la meute s'évanouit. Ils n'ont d'autre choix que de se retirer à contre-cœur dans la forêt. Pendant ce temps, sur les rives de la rivière artificielle, vous et les membres de votre tribu, brandissant des torchets, faites l'inventaire de la récolte. Dans le fossé de 700 mètres de long, il y a 36 alpagas, 28 grands cerfs, 47 bisons de toute taille, ainsi que 7 ou 8 loups gris piétinés à mort, et un paon à la patte cassée. Après plus d'une heure d'effort, toutes les carcasses de bêtes éparpillées à l'extérieur ont été ramenées à l'intérieur de l'enceinte. Il est maintenant minuit, et les membres de la tribu sont épuisés. Pour leur donner des forces pour la suite, vous demandez à quelques femmes d'abattre un sanglier, pour préparer un repas de nuit. Un gros morceau de viande rôtie pour chacun, et du bouillon à volonté. C'est la première viande fraîche et rôtie que tout le monde mange depuis le début de l'hiver, il y a 3 mois. Un sourire se lit sur tous les visages. Les hommes se vantent fièrement de leurs exploits, racontant combien de loups gris ils ont tués et quelles récompenses ils espèrent obtenir. Après le repas, le jour se lève presque. Vous divisez les plus de 70 adultes en 4 équipes. Une équipe de 10 personnes se relaie sur la muraille pour la surveillance et les patrouilles. Une autre équipe de 20 personnes est chargée de réparer la muraille et les bombes. Les 40 personnes restantes, munies d'outils, vous suivent à l'extérieur de l'enceinte. Vous commencez par assigner 6 personnes à creuser une rampe ascendante au nord de la rivière artificielle avec des pelles en bronze. Cette rampe ne peut laisser passer qu'un seul animal à la fois. Une fois qu'un animal s'y engage, il lui est impossible de faire demi-tour. Les 30 autres personnes construisent une palissade en bois sous votre commandement. Dès qu'un animal monte de la rivière, il entre dans ce couloir étroit en bois. Vous apportez vous-même un fourneau temporaire et y allumez du charbon de bois. Vous y plantez 2 crochets en bronze pour les faire chauffer, terminant ainsi tous les préparatifs. Vous faites aussi apporter une botte de foin pour attirer les animaux du fossé vers la rampe. Ces herbivores, transis de froid et affamés, se lèvent dès qu'ils voient la botte de foin.
Ils grimpent la rampe pour atteindre le sol. Une fois en haut, c'est facile. Quelques personnes les attrapent avec des cordes et les conduisent directement à l'intérieur de l'enceinte pour les attacher. Le dernier taureau à monter apparaît à peine en haut de la rampe. Que plusieurs hommes lui bloquent aussitôt le passage avec des bâtons. Vous saisissez immédiatement les crochets en bronze chauffés au rouge. Vous lui passez un anneau dans le nez. Le taureau, d'abord furieux, devient soudain docile comme un agneau, se laissant traîner à l'intérieur de l'enceinte par les membres de la tribu. Le travail n'a pris fin que dans l'après-midi. Dans tout le lit de la rivière, on a sorti tout ce qui était mort ou vivant. On a fait le compte de toutes les prises. Au total, 97 têtes de bétail vivantes ont été capturées. Il y avait 45 bisons morts, 52 sangliers et 17 cerfs à grandes cornes, 113 loups gris, et 14 oiseaux amers tués par des flèches. Sans oublier les macaires bleus dans la cabane qui ont été des victimes collatérales. Ils sont tous morts. Heureusement, dans cette grande mêlée, l'enclos des lapins a été miraculeusement épargné. Après une journée bien remplie, le soir venu, toutes les dégradations ont été réparées, et les 3 murs d'enceinte ont été rehaussés de 5 nouvelles rangées de briques, pour empêcher ces loups gris de sauter par-dessus. Sur le terrain vague à l'intérieur de l'enceinte, on entendait le crépitement du bois de chauffage et les rires joyeux de la tribu âne. Des centaines de personnes s'affairaient autour du feu de camp, tandis que les enfants tenaient de gros morceaux de viande rôtie. Ils chantaient des chansons que tu ne comprenais pas. Ils étaient si heureux, parce qu'aujourd'hui, la nourriture était à volonté. Et toi, tu te tenais au milieu du terrain vague, regardant les membres de ta tribu qui, après avoir travaillé un jour et une nuit, ne semblaient toujours pas fatigués. Tu ne pouvais t'empêcher de t'inquiéter. Il ne restait plus qu'un mois d'hiver. Quand le temps se réchauffera, que faire de toute cette viande qu'on ne pourra pas manger? Impossible de tout conserver. Le travail de dépiotage et de dépeçage a continué jusqu'à minuit. Mais les gens de la tribu avaient les yeux rouges de fatigue et ne songeaient même pas à se reposer. Ils étaient vraiment heureux. De toute leur vie, ces gens n'avaient jamais vu autant de viande. Finalement, il n'y avait pas d'autre solution. Tu as dû les forcer à aller se reposer. Le lendemain, dès l'aube, les membres de la tribu, qui n'avaient dormi qu'une demi-nuit, se sont levés pleins d'entrain. Tu n'as eu d'autre choix que de leur réattribuer des tâches. D'abord, tu as demandé à l'estropié, avec Grande Bouche et le singe, de forger 42 anneaux de nez pour les bêtes. Puis, tu as fait creuser 2 petits bassins par les hommes. On y a versé de l'eau de cendre de bois pour tanner les plus de 200 peaux de bêtes. Le reste de la tribu a continué à dépecer la viande. Dachu et quelques autres se sont occupés de trier les cornes et les tendons de bœuf. Quant à toi, tu as fait venir les 3 hommes adultes de l'ancienne tribu des crânes dégarnis, pour leur demander où ils se procuraient leur nourriture salée. La nourriture salée vient de notre montagne, d'un petit trou dans une grotte. À chaque fois, on laissait les enfants de 3 ou 4 ans y entrer. Nous, les adultes, nous ne l'avons jamais vu. C'est une bonne réponse. La prochaine fois que nous irons en chercher, tu nous guideras. Étant donné que ces meutes de loups rôdent toujours dans la jungle à l'ouest, tu as décidé d'attendre un peu avant d'y retourner pour récolter du sel. Maintenant qu'on sait où se trouve une mine de sel, plus besoin de s'inquiéter d'en manquer. Tu as directement fait sortir toutes les réserves de sel et tu as commencé à leur apprendre à faire de la viande séchée et des saucisses. Pendant ce temps, Shuda, Shuo et leur groupe étaient déjà rentrés précipitamment à la tribu. Tous les deux ont pris ton avertissement très au sérieux. Les 2 chefs ont discuté un moment et ont finalement décidé que Shuda emmènerait une équipe de chasse de 20 personnes pour explorer l'ouest et vérifier si ce que tu avais dit était vrai. Shuo, lui, resterait à la tribu pour superviser la construction d'un mur de défense par les femmes. Ils ont même imité la tribu en utilisant des pieux en bois et des pierres pour construire une porte en forme de cheval fougueux. Les membres de la tribu utilisaient les poteries obtenues par Troc pour faire cuire une soupe de viande tout en mangeant. Et discutaient à voix basse, se demandant à quel point une tribu capable de fabriquer des bols aussi sophistiqués pouvait être puissante. Si seulement nous pouvions être échangés pour aller dans la tribu âne, ce serait génial. Ces paroles parvinrent aux oreilles de Shuo. Il ne s'emporta pas, se contentant de fermer les yeux. Dans sa tête, tes paroles tournaient en boucle. Tant que tu rejoins la tribu âne, tu auras de la nourriture à ne plus savoir qu'en faire. Des peaux de bêtes à n'en plus finir, et un abri sur où vivre. Cette petite voix ne cessait de résonner au plus profond de Shuo. C'est alors que Shuda est revenu avec l'équipe de chasse, un long collier d'ossements humains à la main, et il est entré dans la tente. On a trouvé ça dans la forêt, sur les nombreux cadavres gelés. En voyant cela, le chaman Shu n'arrêta pas d'hocher la tête. Il semblerait que ce qu'il disait soit vrai. Un silence s'installa entre eux, ne sachant que faire.